Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce numéro des matins du Sénat spécial consacré à l'environnement et à l'écologie en cette période de suspension des travaux parlementaires. Et retour ce matin à l'un des temps forts du budget 2019, début décembre à l'issue d'un week-end chargé en revendications sociales avec notamment bien sûr la mobilisation des Gilets jaunes. Eh bien, les sénateurs avaient souhaité montrer qu'ils étaient à la hauteur des enjeux actuels, le pouvoir d'achat et la transition écologique. Cela en inversant l'ordre de discussion du texte pour arriver avec 2 jours d'avance sur l'article portant sur la fiscalité écologique. L'occasion pour eux de supprimer la hausse de la taxe sur le carburant qui était alors prévue pour janvier 2019 et au cœur de la contestation. Alors si finalement le gouvernement a donné raison aux sénateurs en décidant quelques jours plus tard de supprimer cette hausse de taxe, vous allez le voir qu'en séance, l'exécutif n'était pas du tout de cet avis. Pour les sénateurs, cette hausse posait d'ailleurs 2 problèmes. D'abord par son caractère pluriannuel, cette hausse étant prévue de façon continue jusqu'en 2022 avec une trajectoire accentuée par Nicolas Hulot. Pour les sénateurs, cela a été déraisonnable sans connaître l'évolution des prix du marché, l'évolution des prix au baril du pétrole au niveau mondial. Deuxièmement, pour eux, il n'y avait pas assez d'accompagnement social prévu par le gouvernement. Ce dernier a depuis, vous le savez, lâché du lest. Retour donc au débat dans l'hémicycle. Après l'article 18 du ODCS, je suis saisie de 26 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Commençons avec l'amendement 302 rectifié terre. Monsieur Grémillet. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Cet amendement a plusieurs objectifs, dont certains sont en lien direct avec l'article 19, même si la Commission des finances a souhaité scinder la discussion en 2. Comme l'amendement 166 proposé par la Commission des finances, il entend d'abord geler les taxes sur l'énergie à leur niveau de 2018 pour tenir compte de la hausse des cours mondiaux et de ne pas asphyxier les Français et notre économie. C'est là l'essentiel. Mais il vise aussi à maintenir le taux réduit pour le GNR, dont la suppression pèserait trop lourdement sur les secteurs concernés, en particulier sur celui du BTP. C'est là une différence majeure avec la Commission des finances qui, elle, propose d'accepter cette suppression, mais d'en compenser les effets pour les PME via un mécanisme de remboursement à l'article 19. 2 autres amendements proposent par ailleurs de répercuter la charge dans les contrats en cours, l'un pour les grands groupes, l'autre pour les entreprises qui utilisent le GNR de façon significative. Ces propositions ne sont pas satisfaisantes. La première alourdirait la charge administrative des PME et pèserait chaque année leur trésorerie, sans d'ailleurs atténuer le choc en 2019. Les 2 autres viendraient à faire payer les clients, à commencer par les collectivités publiques, en matière de travaux publics. C'est pourquoi la meilleure solution consiste à maintenir purement et simplement le taux réduit, plutôt que d'imaginer des dispositifs de compensation complexes ou qui reporteraient la charge sur d'autres. Nous sommes d'ailleurs nombreux à défendre cette position, si j'en crois les nombreux amendements déposés à l'article 19, pour maintenir le taux réduit en général et pour toute une autre série d'usages spécifiques. Tous ces amendements seraient satisfaits par l'adoption de cet amendement. L'amendement propose par ailleurs de créer ou de renforcer plusieurs taux réduits au bénéfice des biocarburants. Enfin, bien qu'il ait été déplacé avant l'article 19, cet amendement souhaite préserver 2 autres points positifs. L'exonération de l'ensemble du transport fluvial hors navigation de plaisance privée, le remplacement d'ici 2021 du remboursement dont bénéficient les agriculteurs par un taux super réduit direct qui leur donnera un gain net de trésorerie. Je voudrais tout simplement, à travers cet amendement, c'est un message politique adressé à nos concitoyens et à nos entreprises. Le Sénat doit être pour le gel des taxes, pour le maintien du taux réduit, pour le soutien aux carburants alternatifs. Seuls ces amendements permettront d'atteindre ces 3 objectifs. Merci. Merci. Enchaînons avec l'amendement 166, Monsieur de Montgolfier, pour la Commission des finances.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement va évidemment dans le même sens que le précédent. La portée n'en est pas tout à fait la même puisqu'il se limite à la trajectoire de la TICPE. Vous savez qu'il est dans le droit fil tout simplement de l'amendement que nous avions voté sur l'article, la position qu'avait exprimée la Commission des finances et ensuite le Sénat sur l'article 9 l'année dernière. Vous vous souvenez que l'année dernière, nous avions dit, un certain nombre de collègues, Jean-François Husson qui se lève actuellement pourrait le redire, et ces paroles avaient d'ailleurs malheureusement été un peu prémonitoires, autant nous pouvions accepter l'année dernière une hausse modérée, autant il était déraisonnable de fixer à l'avance une trajectoire pluriannuelle d'augmentation de la TICPE pour deux raisons. La première, c'est que cette trajectoire risquait, et c'est malheureusement ce qui est arrivé, d'être déconnectée des cours de l'énergie, puisque nous avons fixé jusqu'en 2022 une augmentation pluriannuelle sans avoir d'idée de l'évolution du marché, ça nous paraissait être déraisonnable. Le deuxième motif qui nous avait conduit à refuser cette trajectoire pluriannuelle, c'était l'absence ou la faiblesse des mesures d'accompagnement. Je crois qu'on peut tous convenir que le prix de l'énergie doit évoluer, que la composante carbone est essentielle. En revanche, je crois qu'il est tout à fait évident, et malheureusement les événements le démontrent de manière un peu violente, il est tout à fait évident qu'on ne peut pas changer à l'échelle d'un projet de finance un comportement qui a par ailleurs été encouragé pendant des années. Si on prend la fiscalité par exemple du gazoil, pendant des années, l'État, de fait, a encouragé le gazoil à travers un différentiel de taxes. Donc vouloir changer à l'échelle d'un PLF ou de quelques années simplement des comportements, sans mesure d'accompagnement, ça nous a paru tout à fait déraisonnable. Et aujourd'hui, on le voit, je le redis, la fiscalité à travers la TICPE est plus souvent d'ailleurs une fiscalité de rendement qu'une véritable fiscalité associée à la transition énergétique. Quand on regarde les dépenses, on voit qu'elles sont plutôt en baisse, TVA 5.5, CITE contenu, etc., etc. Donc nous sommes exactement dans le droit fil de la position qui avait été adoptée par le Sénat. Restons-en au tarif de 2018 et nous ne pouvons pas entériner une nouvelle hausse de la fiscalité de l'énergie sans mesure d'accompagnement supplémentaire, et c'est la raison de cet amendement. Encore une fois, il s'agit d'un amendement qui est additionnel puisque nous n'avons pas, et c'est paradoxal, dans ce projet de loi de finances de disposition sur la TICPE, tout ce qui fait débat, c'est l'application de ce qui avait été voté au titre de l'article 9 du PLF l'année dernière. Est-ce que le Sénat, dans sa très grande sagesse, avec surtout beaucoup de clairvoyance, avait refusé pour l'avenir ? Merci. Amendement 478 rectifié. Monsieur Savoldelli, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, cet amendement de notre groupe porte sur cette question de la taxation donc de la consommation énergétique. Et comme l'un des reproches principaux instruits à cette taxation est de donner un avantage comparatif au gazole, qui a d'ailleurs mené nombre de nos compatriotes à s'équiper en véhicules à traction diesel, la démarche mise en œuvre depuis plusieurs années a été de mettre en œuvre une forme de convergence entre la taxation du gazole et celle des autres carburants. Sauf que derrière les vertueux principes environnementaux affichés, figurait en arrière-plan la volonté de conduire une profonde transformation de notre fiscalité, comme de nos prélèvements sociaux, éloignant toujours ceux-ci de la sphère de la production pour investir celle de la consommation et du revenu. Nous avons même cette année des collègues qui sont pour promouvoir une forme de TVA sociale, une TVA sociale dont je vous rappelle qu'accrue de 2 points, elle ajouterait immédiatement 1,20 à 1,40 € par hectolitre à la TICPE. Donc voilà-t-il une bonne idée. Tiens. La TICPE devrait rapporter en 2019 37,7 milliards d'euros, dont 17 vont aller dans les caisses de l'État, alors que l'impôt sur les sociétés va dégager 31,5 milliards d'euros. Là c'est un des moments clés de notre débat. Est-ce qu'on a envie d'être dans une société où là, il va y avoir 37,7 milliards d'euros, 17 vont dans les caisses de l'État, avec une rentrée plus importante que l'impôt sur les sociétés? Franchement, on marche sur la tête. C'est pour ça que nous proposons, avec notre amendement, de procéder à un alignement à la baisse des taxes sur les carburants. Parce qu'il nous semble nécessaire de marquer un coup d'arrêt, dans un premier temps, dans la progression de ces taxes, et de procéder ensuite à l'inscription d'une tendance baissière. Vous pouvez y préférer, évidemment, l'amendement de la Commission, mais il est plus que temps que nous posions, à mon avis, la vraie question. L'écologie et la protection de l'environnement, cela ne s'appelle pas une multiplication de bricolage et de réponses fiscaux dont le produit finirait, en fin de compte, même détourné de l'objet affiché.
Elle rappelle au contraire des choix politiques forts, déterminés, revenant par exemple sur la programmation des fermetures de lignes de train, sur le développement des transports collectifs, dans le respect des principes de service public, loi du contenu de la loi Macron comme de la loi LOM. Et puis je finis, écoutez, il n'y a pas que les gilets jaunes et ceux qui ne peuvent pas manifester, qui sont dans un tel isolement qu'ils ne peuvent pas crier leur angoisse. Mais on apprend encore que les banques engagent des milliards à soutenir Total et les énergies fossiles, ne laissant qu'une part infime de leur capacité de financement au secteur des énergies renouvelables. Eh bien, excusez-moi, la formule n'est peut-être pas nouvelle, mais ça, c'est un véritable scandale. Merci. Amendement 198 rectifié bis, Madame Delattre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'objectif de cet amendement est d'instaurer une fiscalité adaptée pour le fioul domestique contenant 10% d'ester méthylique d'acide gras, dit F10. Il prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l'article 265 du Code des douanes dédié au F10, indice 21 bis, et de lui appliquer une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, dit TICPE, diminuée de 5 centimes d'euros par litre par rapport à celle appliquée au fioul standard. En dotant le F10 d'une fiscalité adaptée, cette mesure est cohérente avec la stratégie du gouvernement pour au moins 3 raisons. Premièrement, elle facilitera la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs gouvernementaux, puisque le F10 contribuera à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques. Deuxièmement, elle permettra d'atteindre un double objectif parfaitement cohérent avec votre ambition d'une neutralité carbone à l'horizon 2050. En effet, en soutenant une incorporation plus grande des MAG, ester méthylique d'acide gras, cette mesure permettra d'offrir aux consommateurs le plus souvent confrontés à des problématiques de précarité énergétique des alternatives crédibles et financièrement accessibles au fioul domestique 100% fossile, d'amorcer progressivement les évolutions nécessaires dans la perspective de sortie progressive du fioul d'origine fossile. Et puis troisièmement, le F10 est un nouveau type de fioul ayant vocation à anticiper la réduction de la teneur en soufre dans le fioul avec le passage de 1000 ppm à une obligation de 50 ppm prévue en France à l'horizon 2024. Je vous remercie de soutenir cet amendement. Merci. Passons à l'amendement 249 rectifié bis, identique au 198 rectifié bis et au 289 rectifié bis. Qui le présente, Monsieur Lenay? C'est le seul. Il est défendu. Est-il défendu? Oui, il est défendu. 249 rectifié bis. Identique au précédent. Défendu. Amendement 289 rectifié bis. Monsieur Cuypers. Monsieur Cuypers. Oui, ici. Pardon. Voilà. Voilà. Bien, mais écoutez, je rejoins Madame la Présidente tout à fait les propos qui viennent d'être tenus par Madame Delattre. J'appuie totalement cette demande. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà un nouveau produit qui va permettre de résoudre les problèmes environnementaux liés à l'utilisation du fioul domestique. C'est évident que cette fiscalité que nous souhaitons adapter facilitera la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs du gouvernement, puisque le F10 contribuera à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques. Alors il ne faut pas se priver de cette opportunité. Un nouveau produit qui permet aujourd'hui de développer et d'atteindre de nouvelles stratégies pour les énergies nouvelles de demain. Le F10 est un nouveau type de fioul ayant vocation, je le dis bien, à anticiper la réduction de la teneur en soufre dans le fioul. Alors utilisons-le, il faut le voter massivement, c'est important pour l'avenir de notre pays. Merci. Nous avons 3 amendements identiques. Commençons avec le 199 rectifié bis. Madame Delattre. Non, Monsieur Roux. Monsieur Roux. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, proche du précédent, cet amendement prévoit une fiscalité adaptée pour le fioul domestique contenant 30% d'ester méthylique, d'acide gras ou MAG, dit F30. L'amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l'article 265 du Code des douanes pour le F30, indice 21 terre, et de lui appliquer un taux réduit de TICPE. En dotant le F30 d'une fiscalité adaptée, cette mesure est cohérente avec la stratégie du gouvernement pour au moins 3 raisons. Premièrement, elle facilitera la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs gouvernementaux, puisque le F30 contribuera à réduire les émissions du CO2 et de polluants atmosphériques.
Plus généralement, cette mesure s'inscrit dans une perspective plus large de réduction de la consommation du fioul domestique. Deuxièmement, elle permettra d'atteindre un double objectif parfaitement cohérent avec l'ambition gouvernementale d'une neutralité carbone à l'horizon 2050. Cette mesure permettra notamment d'offrir aux consommateurs, le plus souvent confrontés à des problématiques de précarité énergétique, des alternatives crédibles et financièrement accessibles au fioul domestique 100% fossile, d'amorcer progressivement les évolutions nécessaires dans la perspective d'une sortie du fioul d'origine fossile à l'horizon 2050. Et troisièmement, le F30 est un nouveau type de fioul ayant vocation à anticiper la réduction de la teneur en soufre dans le fioul avec le passage de 1000 ppm à une obligation de 50 ppm prévue en France à l'horizon 2024. Très bien, merci. Amendement 250 rectifié bis. Est-il défendu? Monsieur Lenay? Oui, défendu. Très bien. Amendement 301 rectifié bis. Monsieur Cuypers? Oui, cet amendement, Madame la Présidente, concerne le B10. À l'égal du E10, nous demandons que l'éthanol qui est incorporé dans l'essence subisse la fiscalité des énergies renouvelables et non celle du produit auquel il s'additionne, c'est-à-dire le gazole. Voilà, c'est dans le même esprit, ça va dans la volonté du gouvernement de vouloir accompagner la transition énergétique et c'est un moyen important, non négligeable, qu'il faut également mettre en œuvre. Merci, chers collègues. Vous pouvez garder la parole puisque vous défendez le prochain amendement 287 rectifié bis. Il est défendu. Il est défendu? Il est défendu, très bien. Je ne l'ai pas sur moi. Amendement 195 rectifié bis. Nous avons deux amendements identiques. Oui, Madame la Madame Présidente, Delattre. merci. Cet amendement a pour objet d'appliquer au carburant B10 une TICPE diminuée de 2 centimes d'euros par litre par rapport à celle appliquée au gazole standard dit B7. Autorisé depuis juin 2018, le B10 est un carburant contenant jusqu'à 10% de biodiesel produit à partir de colza. Sa distribution encore progressive a démarré en France dès le mois suivant dans plusieurs stations-service et reste conditionnée jusqu'en 2025 à la distribution dans la même station-service du carburant B7. Cet amendement est cohérent avec la stratégie gouvernementale pour au moins 3 raisons. La première, le développement du B10 participera pleinement à la transition énergétique puisqu'il comporte une proportion accrue de biocarburants à hauteur de 10% et qu'il contribuera ainsi à la décarbonation d'un secteur des transports qui reste encore largement dépendant des énergies fossiles dans les 15 prochaines années, conformément au scénario énergie-climat 2035-2050 de l'ADEME. En deuxième lieu, la mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative qui permettra d'accompagner l'ensemble des Français dans la transition énergétique tout en préservant leur pouvoir d'achat et ce dans un contexte où la hausse de la fiscalité sur les carburants pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages et provoque la colère des automobilistes, comme l'ont montré les importantes mobilisations de ces dernières semaines. En troisième lieu, cette mesure participera à l'ambition affichée d'une fiscalité lisible, cohérente et non discriminatoire, puisqu'elle permettra d'instaurer une égalité de traitement entre les filières essence et gazole. Merci. Merci. Amendement 246 rectifié bis, est-il défendu, Monsieur Lenay? Non. Avec cet amendement, il est proposé d'appliquer au carburant B10 une taxe inférieure de consommation sur les produits énergétiques, diminuée de 2 centimes d'euros par litre par rapport à celle appliquée au gazole standard, dit B7. Le B10 est un carburant autorisé depuis juin 2018 qui contient jusqu'à 10% de biodiesel produit à partir de colza. Sa distribution encore progressive a démarré en France dès le mois suivant dans plusieurs stations-service. Elle reste conditionnée à la distribution dans la même station-service du carburant B7 jusqu'en 2025. Cet amendement est cohérent avec la stratégie que prône actuellement le gouvernement. Donc, en outre, la mesure proposée vise à mettre en place une fiscalité incitative permettant d'accompagner l'ensemble des Français dans la transition énergétique tout en préservant leur pouvoir d'achat, et ce dans un contexte où la hausse de la fiscalité sur les carburants pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. Merci. Nous avons maintenant l'amendement 1024 rectifié, présenté par le gouvernement. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Cet amendement a pour objet de corriger une incohérence concernant le tarif de la TICPE applicable aux carburants équivalents au gazole ou à l'essence,
qui ne sont pas concernés par les mesures de modulation locale ou de remboursement sectoriel. Tel est par exemple le cas du carburant B10, exclu du remboursement routier, du carburant B30, exclu du remboursement ferroviaire mis en place par l'article 19, ou encore du carburant E10, exclu du remboursement taxi. Ainsi, cet amendement prévoit que tous les carburants taxés, comme le gazole ou l'essence, conformément au principe d'équivalence, c'est-à-dire l'exclusion de ceux bénéficiant d'un tarif spécifique, comme le 85, le D95 ou le B100, relèvent des dispositifs de remboursement ou de modulation locale. C'est un amendement qui va dans le même sens que les 3 amendements qui viennent d'être présentés à l'instant, dont nous considérons qu'il est peut-être techniquement plus opérant, ce qui m'amènera tout à l'heure à demander le retrait des trois précédents. Merci. Amendement 252 rectifié bis. Monsieur, qui le défend? Monsieur Cuypers? Madame de Romédy? Il est défendu. Il est défendu? Oui. Défendu. Très bien. Amendement 963 rectifié. Monsieur Requier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur, mes chers collègues. Cet amendement de mon collègue Jacques Mézard vise à exempter le biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel, la TICGN. Cette taxe est en effet basée sur le contenu carbone du gaz naturel, alors que le biométhane est un gaz vert produit à partir de déchets. Le montant de la TICPE appliqué au gaz naturel véhicule, le GNV, est aussi calculé à 100% sur le contenu carbone de ce carburant. Cette taxe s'applique cependant de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant ou bio-GNV. La valorisation du biométhane en carburant par l'utilisation du bio-GNV est considérée par l'ADEME comme la plus vertueuse sur le plan environnemental et en l'état, elle deviendrait la plus taxée. Le présent amendement propose donc de prendre en compte le caractère renouvelable du bio-GNV dans le taux de TICPE qui lui est appliqué. Sur le plan fiscal, il est en effet possible de distinguer le bio-GNV, même mélangé à du GNV, en s'appuyant sur le système des garanties d'origine. Le registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-3 du Code de l'énergie permet en effet d'assurer la traçabilité du biométhane, donc d'associer d'un côté les quantités injectées sur le réseau et de l'autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE, du GNV et du bio-GNV sans alourdir les démarches administratives associées. Merci. Nous passons à 3 amendements identiques. L'amendement 554, Monsieur Capu. Merci Madame la Présidente. Juste pour vous signaler que le dérouleur ne fonctionne pas. Il a refonctionné, mais il ne refonctionne pas à nouveau. Plus particulièrement sur l'amendement, il s'agit d'un amendement de sécurisation et de clarification juridique qui concerne le biogaz. Vous savez que le biogaz qui est utilisé en cogénération est exclu de l'application de la TICPE. En revanche, une interprétation de l'article 265 pourrait laisser penser le contraire, de telle sorte que l'amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 265 et de préciser de façon noire sur blanc, de façon claire et nette, que le biogaz est bien exclu de la TICPE. Merci. Amendement 613 rectifié terre, Monsieur Lenay. Oui, le biogaz utilisé en cogénération est exclu du champ d'application de la TICPE. Pourtant, la rédaction actuelle de l'article 265 du Code des douanes pourrait être interprétée dans un sens contraire. Le présent amendement vise donc à clarifier la rédaction afin d'inscrire de façon claire et précise dans la loi cette exonération de TICPE voulue par le législateur, et ce en complétant l'indice 38 bis de la même manière qu'à l'indice 39. Merci. L'amendement 830 rectifié n'est pas soutenu. Passons à l'amendement 604 rectifié. Monsieur Courteau. Merci Madame la Présidente. Oui, par cet amendement, nous proposons que la trajectoire carbone qui a été fixée en juillet 2017 soit revue à la baisse. Cette trajectoire a été en effet fortement rehaussée par l'actuel gouvernement par rapport à la trajectoire initiale fixée par la loi Transition de 2015. La hausse moyenne fixée par ce gouvernement est d'environ 10 € par an, à tel point que la valeur de la tonne carbone pourrait atteindre 160 € en 2030
contre 100 € pour la trajectoire initiale. Nous proposons donc de réviser à la baisse cette trajectoire actuelle sur le court terme pour tenir compte des éventuelles et probables hausses nouvelles du prix du pétrole et laisser le temps au gouvernement, au pluriel, d'ici 2030, de mieux répartir les efforts et de repenser les mesures d'accompagnement en faveur des ménages pénalisés. Si la fiscalité écologique ne doit pas être destinée à fournir des recettes supplémentaires au gouvernement pour compenser les baisses d'impôts, notamment aux plus aisés, elle doit surtout être un outil nécessaire pour réorienter nos modes de consommation et de production, à condition qu'elle soit juste et donc socialement inclusive, et donc accompagnée de mesures en faveur des catégories modestes et des ménages pour lesquels la voiture est incontournable pour se rendre au travail ou qui sont captifs des énergies fossiles pour se chauffer. À cette condition, la taxe carbone sera bien ce qu'elle doit être, un outil incitant chacun à modifier ses comportements et non un prélèvement supplémentaire sur les classes populaires servant à financer les baisses d'impôts des classes aisées. Ce qui pourrait d'ailleurs ressembler à la théorie du ruissellement, mais d'un petit ruissellement à l'envers. Alors, pour les 26 amendements, l'avis de la commission, s'il vous plaît, monsieur le Quelques rapporteur minutes général. d'attention. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons donc 26 amendements, ça prouve l'intérêt du sujet, qui portent sur les tarifs de TICPE. Donc c'est évidemment à la hauteur du sujet et de la préoccupation de nos concitoyens. Ces amendements, je le précise, certains sont compatibles entre eux, d'autres ne le sont pas, puisque certains modifient tel tarif, d'autres les gèlent, d'autres augmentent progressivement. Donc nous avons évidemment un petit peu de difficulté à voir l'impact réel de chacun de ces amendements, certains modifiant très à la marge, et je pense notamment que nous aurons peut-être besoin de l'avis du gouvernement sur un certain nombre d'amendements très techniques, je pense notamment au 554, au 613 et au 830. Je précise tout de suite qu'un des amendements d'ailleurs du gouvernement ne pose pas de difficulté puisqu'il est technique. Bon. De manière plus générale, il est évidemment extrêmement difficile de mesurer l'impact réel sur la consommation, sur le pouvoir d'achat, si tel ou tel amendement qui prévoit tel tarif dans 3 ans était adopté. Moi, je vous propose simplement, et c'est la position de la Commission des finances, que nous en restions à quelque chose qui soit simple, qui soit compréhensible et qui soit surtout dans le droit fil de ce que nous avions voté l'année dernière, ce que nous avions fait l'année dernière. Je vous le rappelle, nous avions, de manière peut-être un peu prémonitoire, nous avions dit qu'il n'était pas possible d'entériner une hausse de TICPE jusqu'en 2022 qui serait d'une part déconnectée des tarifs de l'énergie, et on a vu évidemment à quel point le débat a pris de l'ampleur lorsque le cours du pétrole est remonté, et d'autre part qui ne s'accompagnerait pas d'une véritable politique de transition énergétique. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que celle-ci n'est pas au rendez-vous. La preuve, c'est que d'ailleurs, demain matin, le président de la République s'apprête à annoncer de nouvelles mesures, et qu'au fur et à mesure du débat, on voit apparaître des amendements, on en aura sur le GNR tout à l'heure, qui peu à peu détricotent la position initiale du gouvernement, puisqu'on voit apparaître des exceptions dans le gruyère, dans des trous qui se forment pour les ports, pour les transports frigorifiques et autres. Donc ce débat n'est évidemment pas épuisé et les mesures de transition énergétique ne sont pas à la hauteur. Donc en une minute, il m'est assez difficile de donner la position détaillée. Vous voyez, je vois le compteur qui avance sur 30 amendements, 26 amendements. Donc 26 amendements, ça prendrait normalement 26 minutes. Il me reste 16 secondes. Donc je vous propose, c'est dans ces conditions, de vous rallier à l'amendement de la Commission des finances, qui est un amendement simple, lisible de la part de nos concitoyens, qui consiste à dire nous restons au tarif de 2018. Nous le restons, c'est exactement la position qu'avait adoptée le Sénat l'année dernière. Et donc, je vous propose d'adopter l'amendement 166 de la Commission. C'est clair au moins, et ça éviterait de partir dans des hypothèses un petit peu hasardeuses, regardant notamment les évolutions pluriannuelles de taxes. Donc je pense que c'est ce qui est le plus attendu aujourd'hui par nos citoyens, par nos compatriotes, c'est-à-dire la position de l'année dernière, qui est à nouveau réitérée par le Sénat. Elle avait été peut-être de manière un peu prémonitoire l'année dernière, et en tous les cas, aujourd'hui, malheureusement, l'actualité nous donne raison. En conséquence, je proposerai aux collègues de se rallier à cet amendement 166 de la Commission et de retirer leurs amendements. Une petite nuance sur l'amendement 1024 du gouvernement.
C'est un amendement qui ne pose pas de difficulté pour la commission, mais malheureusement, il apparaît aujourd'hui incompatible avec cet amendement 166. En revanche, il y a 3 amendements très techniques, les 554, 613 et 830, sur lesquels je souhaiterais entendre l'avis du gouvernement compte tenu de leur caractère très technique. Donc je résume la position dans le bref temps qui m'est imparti. Eu égard au caractère incompatible de ces amendements entre eux et à la nécessité d'avoir un débat qui soit clair, je propose que nous vous adoptiez l'amendement 166 de la commission et je demande aux autres collègues le retrait des amendements. Et d'ailleurs, au nom de la commission des finances, je vais demander la priorité de vote sur le 166. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le débat sur la trajectoire carbone est un débat qui nous réunit les uns et les autres, ici à l'Assemblée et parfois dans les médias depuis maintenant plusieurs semaines. Je ne crois pas utile, sauf si certains d'entre vous jugent l'inverse, de revenir sur l'intégralité des arguments qui ont pu être échangés sur la priorité que s'est fixée le gouvernement en matière de décarbonisation du système d'énergie en France et de priorité donnée à la santé publique qui incite à diminuer l'usage des carburants fossiles et particulièrement l'usage des carburants diesel. Tous ces arguments sont connus et il est peut-être inutile à ce stade d'y revenir trop longuement. J'indiquerai simplement, et cela ne surprendra personne, que le gouvernement est défavorable à l'intégralité des amendements, y compris l'amendement de la commission. Je souhaite cependant souligner que si l'amendement de la commission était adopté, il risquerait, j'imagine, d'entraîner la chute de plusieurs des amendements inscrits à l'examen du Sénat. J'indique simplement que concernant les amendements 287, 195 et 246 qui traitent du carburant B10, si ceux-ci n'étaient pas emportés par l'adoption éventuelle, voire probable, de l'amendement de la commission, j'en solliciterai le retrait au profit du 1204 du gouvernement, qui a un caractère technique, mais Monsieur le rapporteur général a indiqué son incompatibilité avec l'amendement 166 de la commission. Pour ce qui concerne les amendements 554, 613 et 830, les auteurs de ces amendements, messieurs Capu, Delcros et Canevet, soulèvent un vrai problème que les services de Bercy et du gouvernement en général sont en train de regarder, notamment sur la question des biogaz. Nous avons malgré tout une difficulté avec la rédaction des 3 amendements qui sont proposés, c'est qu'en l'état de la rédaction, ils excluraient de la TICPE le méthane utilisé comme carburant pour les véhicules. Et donc nous avons une véritable difficulté. Le rapporteur général souffle la possibilité d'un sous-amendement. Je crains que le caractère extrêmement technique du sujet rende difficile un sous-amendement. Et donc c'est ce qui amène le gouvernement à plutôt avoir une demande de retrait sur ces 3 amendements qui concernent donc la question du méthane. Je termine en disant que sur l'amendement 963 de M. Mézard, il nous paraît extrêmement fragile en regard du droit européen et que par ailleurs il amènerait à la création d'une nouvelle niche fiscale, ce qui ne correspond pas à la logique que nous poursuivons, ce qui nous amène aussi à solliciter le retrait. Merci. Je suis saisie d'une demande de priorité. Oui. Oui, très bien. De la commission sur l'amendement 166 afin qu'il soit mis aux voix avant les 26 amendements 302 rectifié terre à 703 qui sont en discussion commune avec lui. Selon l'article 44 alinéa 6 de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du gouvernement. Quel est l'avis du gouvernement sur cette demande de priorité, monsieur le ministre? La priorité est donc ordonnée. Alors, je mets aux voix l'amendement 166 présenté par le rapporteur général, monsieur de Montgolfier. Y a-t-il des explications de vote? Oui, alors monsieur Cuypers. Oui, Madame la Présidente. La discussion que nous venons d'avoir, qui est très brève, me peine terriblement. Elle me peine parce que nous avons la capacité dans ce pays de proposer des énergies qui vont améliorer les énergies traditionnelles. Nous avons la possibilité, au travers de cette amélioration, de rendre vertueux les carburants fossiles. Nous avons la possibilité de créer de l'emploi, d'améliorer notre compétitivité énergétique. Et nous n'en prenons pas les moyens. Naturellement, je vais me rallier à la position de la Commission. Mais je le regrette, franchement, je le regrette vivement,
Nous faisons une marche arrière en n'allant pas dans le bon sens, surtout dans le contexte actuel, mais pas seulement dans le contexte actuel. La situation énergétique, la précarité pour les concitoyens français est réelle. Or, nous apportons de vraies solutions. Merci. Madame Goulet, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, nous allons aussi nous rallier bien sûr à la position du rapporteur général, mais je voudrais simplement, en début de discussion budgétaire, je connais les contraintes, je connais aussi les efforts que fait la séance, mais franchement, travailler avec plus de 10 amendements en discussion commune, ça relève quand même de l'exploit. Cette fois-ci, il y en avait 26. C'est quand même très compliqué et ça nuit complètement à l'efficacité de nos débats et même au travail parlementaire de ceux de nos collègues qui prenons la peine de déposer des amendements pour qu'ils soient défendus et qu'on puisse avoir une explication du gouvernement. 5 amendements en discussion commune, 6 c'est possible. Au-delà de ça, et en tous les cas 26, ça devient quand même un challenge difficile à assurer pour avoir une discussion claire. Donc si au cours de ces débats, on pouvait arriver à avoir un ordre du jour qui soit plus efficace en termes d'amendements en discussion commune, je pense que les débats seraient plus clairs. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Bachet. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, moi je voudrais appeler à la sagesse du Sénat. Car l'amendement présenté par la Commission des finances, plutôt le rapporteur général, est celui de la sagesse et de l'apaisement dans ce pays. C'est l'amendement qui permet de calmer, de répondre assez largement à l'ensemble des demandes de toutes espèces. Et ça va être l'ensemble des amendements proposés par la Commission des finances qui va dans ce sens. Il faut de la clarté, il faut de la lisibilité. Nos compatriotes, certains très excités, demandent à être considérés. Cet amendement est un amendement de considération et d'écoute de nos compatriotes. Il ne remet pas en cause l'avenir d'une énergie moins carbonée, mais il temporise. Et il est temps de temporiser parce que nous écoutons. Voilà la sagesse du Sénat. Elle devrait être plus souvent écoutée. C'est pour ça que je soutiendrai évidemment l'amendement du rapporteur général. Merci Monsieur Salvodelli. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est un début de sagesse. Mais je vais vous dire quelle est la position de notre groupe. Nous n'allons pas le voter contre. Ça serait complètement incohérent avec ce que nous disons depuis l'ouverture de nos travaux sur la loi de finances, puisque en gros, là, on se donne la possibilité de geler la progression de la fiscalité environnementale qui touche d'ailleurs les plus modestes et les plus pauvres en proportionnalité. Donc on met un coup d'arrêt. Mais il y a un autre problème quand même qui ne nous invite pas à voter favorablement, y compris dans la continuité des amendements que vous allez déposer. C'est que, excusez-moi, mais malgré ce retour sur 2018, on reste, à nos yeux, pour nous, les sénateurs du groupe CRCE, dans une anomalie de circonstances structurelle. C'est malgré votre amendement, je refais les comptes, la TICPE va être une recette fiscale plus importante que celle sur l'impôt sur les sociétés. Et là, on a un sujet, là, quand même. Donc voilà, on va s'abstenir parce qu'il y a un recul, mais là, je dis à mon collègue Jérôme, un apaisement pour le mouvement des Gilets jaunes, un apaisement pour les blouses blanches, un apaisement pour ceux qui sont pris les 5 € de l'APL, la CSG, etc. Il faut qu'on soit très mesuré, quoi, et pas politicien. Donc, je vous le dis, on s'abstiendra, on n'ira pas à l'encontre de ce recul fait à la politique gouvernementale, mais incontestablement, il faut aller beaucoup plus loin, quoi. Et c'est ce que beaucoup dans l'opinion publique disent, quel qu'ait été leur vote d'ailleurs à l'élection présidentielle et législative. Merci, chers collègues. Monsieur Grémier, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues.
J'ai entendu votre intervention et je voudrais une précision. Effectivement, en 2018, lorsqu'on a débattu en 2017 le budget 2018, le Sénat, bien avant les événements, donc on ne peut pas dire qu'on avait été sous une agitation, mais uniquement par clairvoyance de l'action budgétaire du Sénat, mais surtout du sous-portable par rapport aux femmes et aux hommes qui ont besoin de la voiture pour aller se déplacer, quels que soient les territoires. Il n'y a pas que le milieu rural, il y a aussi dans le milieu urbain des personnes qui ont besoin du véhicule pour se déplacer, qui avait reconduit en 2018, y compris le GNR, par rapport aux entreprises, qui avait une clairvoyance. C'était la position du Sénat, où on s'était d'ailleurs tous retrouvés, et qui donnait vraiment une stratégie sur l'aspect du carburant, sur l'énergie, vis-à-vis du citoyen, et une stratégie, une clairvoyance pour l'entreprise. Donc, si c'est la reconduction de l'esprit du Sénat de 2018 pour 2019, j'ai pas de souci, puisque ça voudrait dire que sur le GNR, on ne bouge pas et qu'on reste dans la même posture et qu'on n'est pas dans une situation d'exclusion des entreprises intermédiaires. Mon souci, monsieur le rapporteur général, on a déjà parlé beaucoup ensemble, et le souci, quelque part, des membres de la commission économique du Sénat n'est pas celui des plus grandes entreprises, des groupes. Mais nous savons qu'en France, on a beaucoup d'entreprises intermédiaires. On se plaint d'ailleurs que par rapport à l'Allemagne, on a trop peu d'entreprises intermédiaires. Et dans le schéma, si on ne modifie pas le texte, effectivement, on va les pénaliser. Pour certaines, elles ne vont pas s'en relever parce qu'elles ne seront pas dans une situation de compétitivité. Puis il y a deux autres aspects que je voulais aussi souligner à cet instant. C'est que l'amendement, il réglait le problème des carburants, des biocarburants. J'insiste là-dessus parce que c'était un signe fort qu'on apportait là encore sur la lisibilité de l'action vis-à-vis de la recherche du développement de ces biocarburants, et puis régler aussi le problème définitivement de la cogénération sur le biogaz. Mais j'insiste et je souhaiterais, Madame la Présidente, que notre rapporteur général puisse me rassurer par rapport au GNR. Si on reconduit la position du Sénat de 2018 pour le budget 2018, effectivement, je m'y retrouve complètement, et surtout, on donne une lisibilité, et c'est très important pour notre économie qui en souffre. Merci, chers collègues. Monsieur Longuet, vous avez la parole. Non, vous ne l'avez plus. Monsieur Courteau. Autant vous dire, Madame la Présidente, que nous aurions effectivement préféré que notre amendement soit soumis au vote du Sénat, puisqu'il proposait d'abaisser la trajectoire de la taxe carbone, qui a été considérablement rehaussée par l'actuel gouvernement. Pourquoi nous préférons notre amendement? Tout simplement parce qu'une trajectoire abaissée donnerait le temps et la possibilité de mettre en place de vraies mesures d'accompagnement pour les ménages pour lesquels la voiture est incontournable pour aller au travail ou qui sont captifs des énergies fossiles pour se chauffer. Les gouvernements, durant cette période de 2019 à 2030, auraient alors le temps et la possibilité d'orienter et d'adapter la fiscalité écologique en fonction de la hausse du prix du pétrole, ce que n'a pas été capable de faire l'actuel gouvernement il y a un mois de cela, tout en rendant socialement inclusive dans la durée la transition énergétique, ce que ne permet pas l'amendement de la Commission des finances. Parce que, à l'issue des 3 ans, que se passe-t-il? Je rappelle que, mais mon collègue Claude Raynal s'exprimera, que nous restons favorables, nous, à un moratoire qui ne doit pas être un arrêt définitif. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. Très bien. Merci. Madame Delattre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Oui, nous voterons l'amendement proposé par notre rapporteur et la Commission, et un peu la mort dans l'âme. Alors, c'est vrai que, comme l'a dit Jérôme Bascher, nous choisissons la voie de la sagesse. Nous proposons un compromis. Le Sénat propose un compromis pour sortir de la crise actuelle.
Mais je rejoindrai le sénateur Cuypers. C'est vrai que nous avons aussi porté au groupe RDSE des amendements pour le biocarburant, parce que je pense qu'il était important dans cet hémicycle de pouvoir donner ce ton-là, de favoriser la recherche, mais aussi l'introduction plus massive de biocarburants. En Gironde, j'ai une entreprise du groupe Avril à Bassens qui vient de sortir le B100. Donc nous avons effectivement aujourd'hui une filière agricole qui se met au service des concitoyens, et malheureusement, parce que nous devons faire un compromis aujourd'hui, nous n'arrivons pas à mettre en valeur dans l'hémicycle et dans nos amendements. Donc voilà, c'est à regret, mais nous serons en phase avec la proposition de la Commission des finances. Merci. Monsieur Laménie, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, très rapidement, quelques mots sur cette série d'amendements, 26 au total, mais donc ça montre réellement que c'est un sujet extrêmement sensible, complexe, en même temps dont l'enjeu est à la fois financier, économique et social. Mais je pense que l'amendement qu'a présenté le rapporteur général au nom de la Commission des finances, le montant de 37,3 milliards d'euros, et je crois que c'est aussi bon, c'est une recette quand même très importante, mais par rapport aux notions de recherche, du développement économique sur les biocarburants, sur le bioéthanol, sur les nouvelles formes d'énergie, mais parallèlement, il est indispensable, ça a été rappelé aussi par quelques collègues, d'avoir réellement aussi, bon, il y a un texte qui viendra bientôt sur les mobilités, sur les déplacements. À ce niveau-là, il y a aussi un énorme travail à faire pour aussi soutenir les transports en commun, tout mode confondu. Donc c'est aussi un enjeu aussi important à ce niveau-là, et donc je me rallierai naturellement à l'amendement de la Commission des finances. Merci. Monsieur Husson, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, finalement, on était au rendez-vous qu'on s'était donné il y a un an, et je vais revenir sur les propos d'Albéric de Montgolfier. Monsieur le Ministre, je pense que votre gouvernement, finalement, pratique insuffisamment, on va dire comme ça, l'écoute, et est insuffisamment en position de dialoguer. Que je sache, le Sénat est plutôt réputé, effectivement, pour être à la fois une assemblée qui travaille au fond, qui essaye d'être la plus constructive possible, et surtout qui écoute et porte la voix des territoires et de leurs élus, voire même de leurs habitants. L'an passé, parce que, quelque part, le gouvernement était un peu en lévitation et qu'il marchait sur l'eau, vous n'avez pas pensé qu'il était utile d'écouter une forme de sagesse que nous prônions et à laquelle nous vous avions invité, laquelle c'était de refuser de, de donner une trajectoire qui se raidissait fortement sur la taxe carbone. Alors d'abord, je veux redire ici très tranquillement, nous sommes favorables à une économie décarbonée et à une taxation du carbone. Mais non pas comme le maître d'école, voire l'instituteur qui donnerait avec une baguette et puis beaucoup de punitions si la trajectoire n'est pas respectée. C'est en fait une manière qui est différente, c'est d'associer, c'est finalement l'économie collaborative, et je dirais la politique collaborative. Manifestement, sur ce sujet de la fiscalité énergétique liée, selon vous, à un changement de logiciel et de méthode, vous avez souhaité y aller à marche forcée sans écouter. Finalement, vous récoltez, mais ça encore, ça ne me gênerait qu'à moitié, vous récoltez une partie de la colère qui s'élève dans le pays. Sauf que cette colère, elle est contre aujourd'hui toutes les forces en présence et notamment tous les corps intermédiaires. Donc, ce qu'on propose ici, c'est de revenir à de la sagesse et de faire en sorte que nous puissions suivre ensemble et accompagner ensemble l'État, l'ensemble des collectivités, les acteurs économiques, c'est-à-dire qu'il faut faire ensemble pour la France. Donc je pense, Monsieur le Ministre, évidemment, étant commissaire aux finances et sur ce sujet, je tiens la ligne, je tiens le cap,
parce que je pense que c'est la meilleure des solutions, et de se mettre au travail. Et puis, je vais vous le dire, non pas avec un haut conseil sur le climat. Le haut conseil sur le climat, vous savez, le climat politique, il est là. Et là encore, je pense qu'on pourra le faire ensemble. Et là, dans ce cas-là, la France gagnera, et c'est l'objectif qui doit être le nôtre aujourd'hui. Merci. Monsieur Assouline, vous aviez demandé la parole? Vous ne la voulez plus? Non. Madame Prima. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais simplement revenir sur 3 points principaux. Le premier, c'est que le gouvernement nous dit souvent dans les médias, en force de publicité, on ne revient pas sur la trajectoire carbone. Mais mon collègue Courteau l'a très bien dit. Si, l'année dernière, on a accéléré la trajectoire carbone. Et donc, on est revenu sur cette trajectoire. Premier élément. Deuxième élément, on nous dit que c'est une trajectoire, donc c'est prévisible pour l'ensemble des entreprises. C'est absolument contradictoire avec cette disposition aujourd'hui qui est arrivée dans notre projet de loi de finances de la fin de l'exonération du gaz non routier, qui est arrivée là sans aucune concertation avec qui que ce soit, ni les transporteurs, ni l'ensemble du monde économique. Donc, deuxième aberration. Troisième chose, on nous dit « Ah mais oui, soyez donc coupables de vos errements puisqu'il s'agit là de la belle vocation de transition écologique. » Que nenni. On sait très bien que les augmentations de taxes ne vont pas à la transition écologique puisque la mission transition écologique baisse cette année dans le budget. Donc on nous raconte une petite histoire. Dernier élément, mes collègues l'ont dit plusieurs fois, s'il s'agissait d'une transition écologique, alors Madame Delattre l'a dit tout à l'heure, allégeons la fiscalité sur les biocarburants ou sous toute autre forme d'énergie qui nous permettrait d'être plus vertueux, d'avoir moins de CO2, moins de particules fines. Soyons cohérents dans notre politique. Je ne trouve pas ça non plus. Alors évidemment, la logique serait de voter l'amendement de Daniel Gremillet. D'ailleurs, je l'ai signé en tant que présidente de commission. L'amendement qui nous est proposé ici en priorité est celui de la commission des finances. C'est un amendement de logique d'équilibre budgétaire et je dois dire que je suis assez inquiète, y compris des effets sur nos entreprises de la non-exonération du GNR. Néanmoins, le Sénat est une chambre de la sagesse et c'est avec beaucoup de regrets, beaucoup d'anxiété que je vais voter votre amendement, monsieur le rapporteur. Mais nous verrons ensemble quels en sont les effets sur la partie économique. C'est vraiment un regret que je le fais parce que je pense que la vraie bonne solution aurait été d'enlever la fin de cette exonération. Mais par solidarité, pour les équilibres budgétaires pour lesquels vous vous battez, monsieur le rapporteur, je voterai votre amendement. Merci. La parole est maintenant à monsieur Capo-Canellas. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le moins que nous puissions dire, c'est que nous reprenons nos débats avec un sujet parmi les plus sensibles du débat politique aujourd'hui dans la vie concrète de nos concitoyens. Ce sujet est bien sûr au carrefour de 2 problématiques. L'une qui est présente depuis quelques mois dans le débat public et dans le débat économique, c'est la question du pouvoir d'achat. Et l'autre, c'est bien sûr le sujet de fond qui vient d'être évoqué à l'instant, celui de la transition écologique. Nous sommes favorables dans le groupe Union centriste, et puis globalement pour ceux qui sont dans la tradition Jean-Louis Borloo, bien sûr, à une transition écologique dont nous savons qu'elle est nécessaire et dont nous savons que c'est notre devoir. Nous sommes pour une transition écologique apaisée, maîtrisée, et dans laquelle nous accompagnons nos concitoyens et dans laquelle eux-mêmes sont acteurs de cette volonté-là d'aller vers une économie décarbonée. Et nous mesurons toute la difficulté qu'il y a. Je voudrais simplement souligner un double hiatus. Le premier, c'est lorsque on va chez un concessionnaire automobile aujourd'hui et lorsqu'on indique qu'on souhaite aller vers un véhicule propre. Eh bien, si vous voulez acheter une voiture électrique, on va souvent vous rétorquer qu'après tout, il faut regarder parce que la technologie des batteries évolue, parce que faut-il s'engager sur le temps, est-ce que tout ça est vraiment mature? Et donc on a une réalité, c'est que ceux de nos concitoyens qui veulent aller vers ce mode de transport-là, ils ont du mal à trouver une solution concrète aujourd'hui qui les engage dans le temps. Et puis la deuxième réalité, simplement, c'est que on voit bien qu'il y a un problème de coût, et lorsqu'on est retraité effectivement à 900 €, et lorsqu'on doit changer de voiture, même si c'est simplement pour aller vers un véhicule à essence qui pollue moins, eh bien on a une vraie difficulté à se financer. Donc la mesure proposée par le rapporteur général est un point d'équilibre. À titre personnel, il y a quelques semaines, j'étais plutôt favorable à un lissage dans le temps, à des mesures d'accompagnement. On se rend compte aujourd'hui
que ça ne passe pas dans l'opinion, c'est la proposition qu'a émise le gouvernement, et qu'il y a un point de blocage tel que l'ensemble de la politique de transition écologique est mise en péril et qu'il faut trouver la mesure qui doit permettre un apaisement. Dans notre esprit, il s'agit aussi de permettre qu'on repose la question des fondamentaux de la transition écologique, la question des modalités, la question de l'accompagnement, qu'on n'oublie pas la cible, qui est effectivement d'aller vers ce point-là, mais il faut prendre acte de ce que la pédagogie n'a pas été faite suffisamment et que les difficultés sont telles dans l'opinion que le sujet ne passe plus. Donc nous nous rallions bien sûr, ma collègue Nathalie Goulet l'a dit, à l'amendement du rapporteur général. Merci. Monsieur Raynal, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je crois que les choses sont finalement assez claires. Mais sur cette question, finalement, le point d'équilibre, c'est ça la difficulté de l'exercice. Mais il est entre la question d'effectivement d'avoir une réponse aujourd'hui attendue, réponse sociale par rapport aux événements que nous connaissons, et au-delà des événements, finalement, à la façon dont les Français aujourd'hui perçoivent cette transition écologique pour beaucoup d'entre eux. On sent que ceci doit être bien sûr pris en compte par notre Assemblée. En même temps, ce qui ne serait pas bon non plus, c'est de couper dans la vision de la transition écologique et de la nécessité de la décarbonation de notre vie. Et donc je crois que le message ne doit pas être non plus un message de dire eh bien écoutez, taxe carbone, tout ça c'est derrière nous. Donc il faut trouver ce point d'équilibre. Il me semble que Roland Courteau, dans son intervention tout à l'heure, c'est une position que nous avons, comme vous-même d'ailleurs, mes chers collègues, extrêmement pesée, proposé quelque chose d'intéressant qui était finalement de revenir sur la trajectoire carbone qui avait été fixée à l'époque par Ségolène Royal. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été admise... Parce que... J'enlève Ségolène Royal, si vous voulez. Non, mais c'est un problème particulier par l'ancien gouvernement. Bon, par l'ancien gouvernement. Mais on l'avait voté, cette courbe. Nous l'avions votée, mais elle n'était pas remise en cause d'ailleurs. À l'époque, la trajectoire n'était pas remise en cause. Je vous rappelle qu'il s'agissait de 100 € la tonne en 2030. Aujourd'hui, nous sommes avec une trajectoire qui est à 160 € la tonne en 2030. Et c'est ça qui a posé problème, qui pose des difficultés. En revenant à l'ancienne trajectoire, on se donnait le temps, sans renier, je crois, la position politique que l'on partage sur beaucoup de bancs quand même, on se donnait le temps de pouvoir trouver des équilibres dans l'accompagnement à cette transition écologique. Et je crois que c'était une bonne formule. Alors, nous pourrions voter cet amendement. Pourquoi nous nous contenterons d'une abstention ? Parce que nous trouvons que finalement le système qui consiste à dire « on arrase » est un système avec un message qui est trop dur et qui ne relève pas assez la question de la transition que nous avons à mener par ailleurs. Nous aurions préféré pour notre part une année de moratoire, nous l'aurions voté avec vous, mais tel que c'est présenté, je pense que le message n'est pas tout à fait celui que nous voudrions. Chers collègues, Monsieur Longuet, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En effet, je reprends la parole parce qu'il y a un malentendu de fond. Vous nous dites la loi de transition énergétique de 2017. En fait, cette loi est extrêmement équivoque parce qu'elle poursuit deux objectifs fondamentalement différents. Décarboner l'économie française, l'industrie française, l'énergie française, ce qui est une préoccupation extrêmement légitime. Et assez curieusement, et c'est son deuxième objectif, punir certaines activités industrielles considérées comme philosophiquement néfastes. Alors c'est particulièrement vrai de l'énergie électrique lorsqu'elle est produite par le nucléaire, qui a l'immense mérite de donner à la France cette position du pays le plus décarboné d'Europe sur ce terrain, mais on en limite, sans qu'on arrive à comprendre les raisons, on en limite la part dans la production d'électricité. Même démonstration, permettez-moi de le dire, sur le gazole, car le gazole émet moins de CO2 que n'en émet l'essence, et depuis 2011, il faudrait évidemment moderniser le parc gazole,
émet moins de particules fines que les moteurs à essence. Alors, c'est pour ça que cette transition énergétique, elle mériterait d'être revue à l'aune de la compétence dont Mme Ségolène Royal n'a pas fait particulièrement preuve parce qu'elle a choisi la facilité et d'aller dans le sens d'un courant associatif en méconnaissant des réalités industrielles que vivent nos compatriotes. Pourquoi nos compatriotes achètent-ils des véhicules diesel ou ont-ils acheté des véhicules diesel en majorité jusqu'à présent? Ils n'ont pas été forcés de le faire, mais c'est parce que la performance technique du diesel lui donne une économie d'environ 20% par rapport à l'essence. Et c'est une réalité que méconnaît la loi de transition, puisque nous augmentons le CO2. Il y a un mauvais CO2, celui produit par les véhicules diesel, et un bon CO2, celui produit par exemple par la SNCF, qui, elle, ne paye pas la taxe carbone. Alors nous avons des Français qui, lorsqu'ils font leur plein d'essence, payent plus de 60% de taxes, et d'autres, lorsqu'ils ont la chance d'accéder à des transports en commun, reçoivent plus de 60% de subventions. Comprenez à cet instant que cela mérite réflexion, et c'est la raison pour laquelle je voterai l'amendement 166 qui ne règle rien sur le fond, mais qui a le mérite d'ouvrir un moratoire, en espérant que ce moratoire aboutisse à mettre en valeur les conclusions de Daniel Gremillet, que je partage totalement. Merci. Monsieur Dallier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon, finalement, le consensus autour de l'amendement du rapporteur général est en train de se dessiner tranquillement. Ceci étant dit, je voulais dire que je partage un peu la frustration d'un certain nombre de nos collègues, et notre collègue Cuypers l'a exprimé, d'autres également, sur l'organisation ou la désorganisation de nos travaux, qui fait qu'effectivement, cette année, contrairement à ce que l'on fait généralement, on ne pourra pas consacrer autant de temps à discuter ces sujets qui sont des sujets importants. Bon, ça tient aux péripéties du week-end. Il ne faut pas non plus oublier que nous discutons, alors que demain, le président de la République fera peut-être des annonces qui vont, j'allais dire, tirer un trait de plume sur ce que l'Assemblée nationale a fait et peut-être sur ce que le Sénat fera cet après-midi. Voilà, je ferme cette parenthèse. Après, sur les deux amendements, j'étais allé assez loin, puisque membre de la Commission des Finances, j'avais signé l'amendement de notre collègue Gremillet. Parce qu'effectivement, il me semblait être celui qui correspondait au mieux au gel de la situation, qui permettait de se donner un peu de temps. Bon, mais je comprends parfaitement les raisons du rapporteur général. Il faut aussi qu'on songe à l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, la présidente de la Commission des affaires économiques l'a rappelé. Et donc, l'amendement de notre collègue Albéric de Montgolfier est certainement celui autour duquel nous devons nous rassembler. Merci, Monsieur Gay. Vous avez la parole. Monsieur Pigot. Monsieur Pigot. Ah oui. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi j'interviens, Monsieur le Ministre, puisque vous avez dit est-ce qu'on partage la question de la transition écologique et la question d'avoir des énergies non carbonées. Évidemment, nous on le partage entièrement, mais vous avez un peu de mal à mettre vos paroles en actes, parce qu'on pourrait vous suivre. Mais si, par exemple, Madame la Présidente Primas l'a dit, si la mission de la transition écologique ne baissait pas de 577 millions, on pourrait se dire, là, il y a un petit problème. Deuxièmement, les gaz à effet de serre sont repartis à la hausse l'an dernier, 3,2%. Pourquoi? Notamment avec la question du libre-échange. Et on a parlé ici du CETA la semaine dernière, et on a importé, vous le savez, plus 46% d'hydrocarbures en provenance du Canada, notamment là-bas où le pétrole issu des sables bitumineux, c'est-à-dire le plus polluant possible, sont permis. On pourrait vous suivre s'il n'y avait pas eu le pacte ferroviaire. Et depuis le vote du pacte ferroviaire, même avant ça, il y avait déjà des fermetures de petites gares. Mais depuis, les choses s'accélèrent un peu. Et donc, on pourrait vous suivre si, par exemple, dans le budget, vous nous disiez on va investir massivement pour les transports en commun pour que le plus grand nombre puisse les prendre, notamment dans un certain nombre de territoires oubliés de la République, notamment en zone rurale, mais aussi en zone urbaine. Je prends la Seine-Saint-Denis, que nous connaissons bien, et je prends tous les jours le RER B.
Si vous nous disiez que vous allez investir massivement pour le RER B, pour que ça fonctionne mieux, pour 1 million de passagers par jour, plutôt que d'aller donner 2,5 milliards au Charles de Gaulle Express pour 20 000 touristes par jour, je pourrais vous suivre sur ça. Si nous pouvions avoir un débat sur les voitures à moteur hydrogène, dont mon collègue Daniel Laurent pourrait en parler mieux que moi. On a été au salon de l'automobile ensemble. Là aussi, je pourrais vous suivre. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Vous voyez, monsieur le ministre, on peut avoir un débat de haut niveau. Mais en vérité, vous faites tout l'inverse. Et vous faites en fait payer aux Français et aux Françaises les cadeaux fiscaux que vous faites aux plus riches. C'est ça la réalité. Et en réalité, l'environnement, ni l'environnement, ni les salariés de ce pays, ni le plus grand nombre, les classes populaires et les classes moyennes ne verront la couleur. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Dantec. Oui, merci Madame la Présidente. Il se trouve que salle Médicis, nous avons cet après-midi la présentation du rapport mondial sur l'action climatique qui montre de manière extrêmement claire que les pays, et ils sont peu nombreux aujourd'hui dans le monde dont les émissions baissent, sont des pays qui ont mis en place une taxe carbone forte. Ça, c'est très clair à l'échelle mondiale. Donc si on ne donne pas un prix au carbone, on ne baisse pas les émissions. D'ailleurs, le Sénat a lui-même, il faut le rappeler, c'est un amendement que j'avais défendu avec Ladislas Poniatowski, comme on n'en défend pas souvent ensemble, celui-là je risque pas de l'oublier, c'est nous les premiers qui avons augmenté la trajectoire de la contribution au carbone énergie lors du débat sur la loi de transition énergétique. Donc le Sénat n'est pas par essence contre la contribution carbone, je crois que c'est important de le rappeler. Moi je ne voterai pas l'amendement parce que je pense qu'il n'aide pas à la clarté du débat. La question, ce n'est pas aujourd'hui le prix du carbone. Le prix du carbone doit augmenter. C'est ce qui fait la différence dans les changements de comportement. C'est qu'effectivement, monsieur le ministre, vous n'avez pas de narratif. Et ce n'est pas faute de l'avoir dit. Ça a même fait un peu le buzz avec mon collègue Husson ces derniers jours. On vous l'a dit l'année dernière. Ça ne marchera pas, ça ne sera pas accepté. Il fallait absolument qu'à côté de cette montée de la contribution climat-énergie, on voit comment, notamment les territoires, avaient les moyens d'assurer cette transition. Vous avez refusé nos propositions tous les ans, votées à l'unanimité par le Sénat et votées encore à l'unanimité cette fois-ci. Entendez les territoires. Le Sénat n'aurait pas la même position aujourd'hui si derrière cette augmentation, c'était des moyens pour la transition énergétique territoriale. Ça ne serait pas non plus sur des territoires qui se sentent aujourd'hui les oubliés de la République, le même sentiment par rapport à cette contribution carbone, ce qui n'empêcherait pas effectivement d'avoir besoin d'un accompagnement social de ceux qui sont aujourd'hui prisonniers de la mobilité thermique, ça c'est une évidence. Mais vous n'avez pas ce narratif. Même le PCAET, le plan climat Air Énergie Territoriale, a disparu de votre discours en échange d'un contrat de transition écologique qui concerne quelques dizaines de territoires, alors que là on parlait nous de 1250 territoires consacrés au PCAET. Donc il faut absolument que dans les prochains jours, vous soyez capable de nous remettre un narratif réel qui répond aux enjeux sociaux, qui répond aux enjeux d'aménagement du territoire, parce que la première question, ce n'est pas le prix de la taxe carbone. La première question, c'est est-ce que l'emploi est mieux réparti à l'échelle nationale? C'est ça la vraie question derrière ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faut qu'on discute ensemble, qu'on travaille ensemble un narratif, mais de grâce, remettez les territoires au cœur. On a bien compris que demain, il y avait des annonces importantes. Sinon, ça ne sera pas accepté, et on vous l'avait dit l'année dernière. Madame Conconne, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je m'adresse à vous. Prenez la main que le Sénat vous tend. Prenez-la. Humblement, on vous l'attend. Ne la mordez pas. Je crois que vous avez là une occasion d'écouter la voix de la sagesse, la voix de la raison. Prenez cette main car le Sénat, c'est le monde de la proximité. Et c'est une collègue de votre ancien monde qui vous le dit. Vous savez, cet ancien monde qui connaît la proximité, cet ancien monde qui a le sens des réalités du quotidien de nos compatriotes, cet ancien monde de la ruralité, cet ancien monde de la France d'en bas, cet ancien monde de la France de ceux qui ne sont rien. Prenez cette main, écoutez-nous et sachez que oui, la République est certainement en marche. Marchez, oui, mais comme dirait Aimé Césaire, marchez au pas du peuple. Merci. La parole est à Monsieur Capu. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. On est dans une situation qui est totalement inédite. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a abandonné une énergie.
Donc moi, je suis favorable à la transition énergétique et à la décarbonisation de notre industrie et de notre mode de vie. En revanche, il faut bien voir que c'est un défi inédit. Quand on a découvert le charbon, on n'a pas abandonné le bois. Ça s'est rajouté. Quand on a découvert le pétrole et le gaz, on n'a pas abandonné le charbon ni le bois. Quand on a découvert l'énergie nucléaire, on n'a pas abandonné le pétrole, ni le bois, ni le charbon. Et quand on a découvert l'éolien, on n'a pas abandonné toutes les énergies précédentes, on a travaillé avec toutes ces énergies qui se sont réparties différemment. Le défi que nous avons aujourd'hui, c'est non seulement d'abandonner des énergies que l'humanité a toujours utilisées, les énergies carbone, et en plus, si je comprends bien, Gérard Longuet est parti, si je comprends bien comme lui, abandonner aussi l'énergie nucléaire. C'est-à-dire abandonner presque toutes les énergies que nous avons utilisées pendant des siècles de façon très rapide. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes face à un défi inédit. Ce défi inédit, nous le partageons totalement. Cependant, il ne peut pas être franchi contre la volonté des peuples. Et on voit bien aujourd'hui que ce défi doit être partagé. Ça doit être ce que notre collègue Ronan Dantec, qui est parti aussi, appelle le narratif qui manquerait, selon lui. Il faut que ça se fasse non pas contre le peuple, mais avec le peuple. Aujourd'hui, il me semble donc, on le voit, que la population, la nation, si certains ne veulent pas utiliser le peuple, ne semble pas adhérer totalement, adhère à l'objectif, mais il a du mal aujourd'hui à faire sien cet objectif quotidien, parce que ça le heurte de façon violente dans son mode de vie quotidien et qu'il n'a pas les moyens de trouver une alternative. C'est la raison pour laquelle il me semble que la proposition du rapporteur général peut être écoutée. Merci. Monsieur Joyandet, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Oui, oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général. Au fond, personne ne conteste le fait que nous devions taxer le carbone. Ce n'est pas le sujet. La question, c'est que avec cette taxe carbone, au fond, vous faites la variable d'ajustement de l'équilibre budgétaire. C'est ça la question. C'est que vous n'en faites pas une taxe pour financer la transition énergétique, mais vous en faites une taxe à un niveau tel qu'elle vous permette d'équilibrer vos orientations budgétaires, celles sur lesquelles, à titre personnel, je ne suis pas du tout d'accord. La taxe carbone ne peut pas servir à financer votre déséquilibre budgétaire. Vous ne pouvez pas financer la baisse de la taxe d'habitation ou la suppression de la taxe d'habitation avec la taxe carbone. Vous ne pouvez pas financer la disparition de l'ISF avec la taxe carbone, parce qu'au fond, c'est ce que vous faites. Et moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de pouvoir, je l'ai déjà dit au rapporteur général, ce qui me ferait plaisir, c'est de pouvoir réécrire complètement le budget, parce que c'est ça qui serait intéressant, parce que c'est les orientations budgétaires avec lesquelles on est en désaccord. Hélas, la LOLF ne nous le permet pas. Au fond, je préférerais même carrément voter contre le budget, parce que j'ai tellement de désaccords avec ce budget que c'est ce qui serait le plus fidèle à ma pensée. L'acte budgétaire, Monsieur le Ministre, c'est quand même un acte de cohésion sociale majeur. Vous ne pouvez pas faire payer au plus grand nombre, et bien souvent les plus modestes, un certain nombre d'exonérations fiscales qui bénéficient au plus petit nombre. Je ne suis pas devenu communiste ou socialiste, ou enfin, je suis... Mais j'ai toujours été fidèle à une éthique qui doit quand même prendre en compte une certaine équité fiscale dans notre pays. S'il n'y a pas d'équité fiscale, il n'y a pas de cohésion sociale. Et quand c'est tellement criant, eh bien vous avez la révolution. Donc voilà, alors moi, sur la question, c'est pour ça que j'en reste à la question budgétaire. Parce que le budget, c'est quand même un acte absolument majeur. Alors pour en revenir à la question de l'énergie, de la fiscalité de l'énergie, bien sûr, je vais voter cet amendement du rapporteur. J'avais demandé notamment que sur le GNR, on puisse complètement le supprimer, ça n'a pas pu être fait. J'avais demandé en repli qu'on puisse trouver au moins quelque chose pour nos petites, très petites entreprises, ça a été fait.
et j'en remercie le rapporteur. Donc on va évidemment travailler à la marge, mais l'idéal, ce serait de tout réécrire, en attendant que demain matin, sans doute, le président de la République réécrive tout et qu'un certain nombre d'amendements nous arrivent quelques jours plus tard, sur lesquels on aura l'occasion de travailler le week-end prochain, puisqu'on n'a pas pu travailler le week-end dernier. Monsieur Bigot, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je voudrais dire quelques mots à ce sujet. Nous débattons ici, même si nous sommes dans un lieu feutré, dans une ambiance quand même qui n'est pas excessivement sereine, puisqu'on a eu ces temps-ci quelques manifestations qui nous font état d'une difficulté à faire accepter cette transition écologique. Et on voit bien que la question de la fiscalité écologique, aujourd'hui, est au cœur de la préoccupation des Français. Ces derniers ne remettent pas forcément en cause le principe d'une fiscalité écologique, mais la manière dont est opérée cette taxation, qui fait qu'elle manque cruellement de lisibilité, ça a été dit par un certain nombre d'intervenants, d'orateurs, de lisibilité et surtout, et ça vient d'être dit par le dernier intervenant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette taxation sert surtout à alimenter le budget de l'État. Moi, par rapport à l'urgence de la situation, le gouvernement a multiplié un certain nombre de messages contradictoires, générant une certaine anxiété. Alors demain, le président de la République veut reprendre la main et nous donner la voie à suivre. Mais je crois que déjà, aujourd'hui, on pourrait, nous, au Sénat, donner certaines orientations. Et je pense que voter l'amendement du rapporteur, à mon avis, c'est une erreur. Ça a été dit par un certain nombre d'entre vous. On arrête le processus. Je sais que certains vont le voter, mais sans enthousiasme. Mais rassurez-vous, dans l'abstention, je ne m'épanouis pas non plus. Il faut être très clair sur ce sujet. Il y a un enjeu véritable. Il faut absolument se pencher sur le dossier pour donner une lisibilité à ces mesures et assurer l'irréversibilité de la transition écologique, parce qu'on est à une période de l'histoire où on ne pourra plus jamais fonctionner comme on l'a fait jusqu'ici. Si on veut avoir une acceptabilité sociale des mesures, il faut absolument que l'on puisse traduire par une forme de justice fiscale, parce que c'est ce qui s'est exprimé dans les manifestations. Beaucoup de gilets jaunes, puisqu'il faut les appeler comme ça, ont le sentiment d'une injustice fiscale, soit du fait qu'ils habitent dans des lieux où ils cumulent toutes les taxes, soit parce qu'ils appartiennent à des catégories sociales qui sont lourdement taxées. Donc, moi, je m'abstiendrai sur cet amendement du rapporteur, mais sans pour autant que ce soit une solution. Je crois qu'il ne faut pas arrêter le processus. Si on accepte l'amendement, on donne un signal, un coup d'arrêt un petit peu à cette mesure, et je trouve que ce serait dommage. Merci. Madame Lienemann, vous avez la parole. Monsieur Bocquet aussi. Chers collègues, ne nous racontons pas d'histoire. Le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement où la contestation de nos concitoyens, ce n'est pas un mouvement de contestation de la transition écologique nécessaire au pays. C'est un problème de pouvoir d'achat, de conditions de vie et de justice, même, on pourrait le dire aussi, d'aménagement du territoire. Et il est fondamental que cette question soit traitée dans son entièreté. On va prendre des décisions concernant les taxes sur l'essence et pour ma part, je crois nécessaire d'arrêter les hausses qui étaient prévues. Et je dirai quelques mots sur le fond de la taxe carbone. Mais la réalité, c'est que le pouvoir d'achat, même avec ces taxes non augmentées, ne permet pas à un grand nombre de nos concitoyens de vivre dignement parce que les salaires sont insuffisants pour un bon nombre d'entre eux, la précarité, la question des dépenses contraintes, je pense au logement, comme les transports qui pèsent de plus en plus sur nos concitoyens, la difficulté d'accès à certains services publics qui finit par coûter cher en matière de transport. Donc ce débat-là, il faut qu'on l'ait. Et d'ailleurs, j'étais intervenue au moment du débat du budget 2018 pour contester la hausse des taxes indirectes parce que celle-là allait accroître les difficultés de pouvoir d'achat de nos concitoyens. Les taxes indirectes sont injustes parce qu'elles ne sont ni progressives et parce qu'elles pèsent beaucoup plus sur ceux qui consomment tout leur argent par rapport aux autres qui sont plus aisés. Donc on est devant cette question-là. Maintenant, à l'étape où nous sommes, on discute de la fiscalité écologique. Moi, je vous le dis tout net. Ça fait des lustres, j'ai été longtemps au Parlement européen, j'ai vu toute la montée de cette idéologie de donner du prix au carbone, faire rentrer dans le marché les permis à émissions.
Et ça date des années 90, début 95 à peu près. Depuis, l'effet de serre ne cesse d'augmenter. On a beau avoir permis d'émission, augmenter les taxes, ça ne cesse de s'accroître parce que l'outil n'est pas pertinent. Je vous donne un exemple. Quand notre collègue nous dit, Dantec nous dit, là où l'énergie coûte cher, où on a mis une taxe carbone, l'effet de serre baisse. Oui, en France, il a baissé l'effet de serre. Il a baissé quand on a eu toutes les délocalisations de toutes les entreprises d'aluminium, des gros consommateurs d'énergie, parce que le prix de l'énergie était cher et qu'ils ont délocalisé au Canada ou ailleurs. Donc on ne peut pas raisonner pays par pays. Et quand on fait une taxe carbone qui ne fait que la consommation intérieure, qui ne fait que les transports intérieurs, et qu'on n'a pas de taxe carbone qui tient compte de la distance parcourue des intrants et des importations, je m'excuse, on plombe notre économie, on fait peser aux modestes de chez nous des charges qui ne contribueront pas réellement à lutter contre l'effet de serre. Est-ce à dire qu'il n'y a rien à faire ? Il y a des alternatives possibles, des investissements publics. Je prends un exemple. Et si toutes les voitures publiques de ce pays étaient très vite non polluantes, j'interviendrai à un autre moment pour donner des exemples pour montrer qu'on peut agir autrement. Merci, Monsieur Temal. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Nos débats interviennent à un moment particulier. Il y a eu 2 week-ends avec des gilets jaunes partout en France et la question du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, on a même dû suspendre les travaux pour d'autres raisons, mais en tout cas, on les reprend aujourd'hui. Et c'est particulier, puisqu'on propose de débattre de la fiscalité écologique au moment où on nous annonce dans un journal le dimanche que le président de la République va annoncer des choses demain. Donc c'est quand même une première interrogation. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas obligés d'attendre, mais il faudrait que le ministre nous indique ce qu'il en est. Puisque s'il est... Non mais ça, c'est le nouveau monde. Mais je peux lui poser la question pour autant. Et donc, il serait intéressant qu'il puisse nous dire ce qu'ils vont annoncer, ce qu'ils vont proposer, est-ce que cela va modifier la teneur de nos travaux d'aujourd'hui. Sinon, tout ça, c'est pour amuser la galerie et qu'il faudrait attendre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la question, j'ai entendu les grandes réflexions sur l'histoire des énergies en France, dans le monde, et qui sont des questions centrales. Là, c'est avant tout une question de pouvoir d'achat et le fait que, sérieusement, ce gouvernement choisit 2 variables d'ajustement, l'écologie et les classes populaires et les classes moyennes. Et c'est ça le vrai souci, je rejoins ce que disait notre collègue tout à l'heure, Joannet, c'est qu'à la fin, on voit bien, pour boucler son budget, on propose une justice fiscale inversée. C'est une première de notre histoire, puisque c'est les classes populaires et moyennes qui doivent financer la politique injuste fiscalement menée par ce gouvernement. Donc la proposition d'amendement de la commission, encore une fois, n'est pas parfaite, puisque effectivement, il faudrait d'ores et déjà poser un moratoire et avoir une réflexion plus globale. Mais pour autant, comme le disait mon collègue, c'est moins pire que prévu, donc nous allons nous abstenir. Merci. Monsieur Bocquet, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Le nombre d'interventions est significatif et finalement valide après coup notre question préalable du début, puisque tout le monde dit, sur tous les bancs, il faut refaire ce budget qui ne correspond pas du tout aux nécessités. On est d'accord, même si nos solutions peuvent varier, mais si cette augmentation des TICPE avait été décidée l'an dernier en même temps que la suppression de l'ISF, que notre collègue Alain Joyandet vient de rappeler, les gens auraient peut-être fait le rapprochement entre les 4 milliards manquants d'un côté et les 4 milliards s'additionnant de l'autre au niveau de la pompe. Alors évidemment, il y a quand même une narration dans cette histoire, puisqu'on a bien choisi en urgence de supprimer l'ISF parce que les gros patrimoines souffraient à n'en plus finir. Il était urgent de les soulager de cette charge insupportable. Et donc, l'année suivante seulement, d'augmenter les TICPE. Donc, pratiquement 4 milliards. Donc, 82% de la hausse décidée entre 2017 et 2019 iront donc dans les caisses de l'État et non pas à la transition écologique. Cela a été dit, mais il faut le réaffirmer. Dans le même temps, les dépenses consacrées à l'écologie diminuent de plusieurs centaines de millions d'euros. Et un graphique récent émanant du ministère de la Transition écologique faisait apparaître que plus les ménages ont un niveau de vie élevé, moins ils sont pénalisés par la montée en puissance des taxes écologiques. Un chiffre, les 10% les plus pauvres perdront 2% de leur revenu annuel à l'horizon 2022, contre seulement 0,5% pour les 10% les plus aisés. Donc, conclusion, il faut regarder un peu au niveau des inégalités et du pouvoir d'achat, effectivement. Merci, chers collègues. Monsieur Karoutchi, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bon, on commence à devenir un théâtre d'ombre
Et je trouve que le gouvernement a une responsabilité éminente là-dessus. Nous avons interrompu vendredi soir, j'en ai quelques souvenirs, les travaux dans des conditions totalement surréalistes. Nous voyons sortir des échos sur ce que dirait demain le président de la République. On parle d'un lissage des taxes sur plusieurs années. On parle de compensation qui serait forcément pas en même temps que les taxes, mais même dans le débat budgétaire, on a besoin de savoir. On parle de mesures nouvelles, n'ayant pas forcément d'ailleurs de lien avec l'énergie, mais avec le pouvoir d'achat, pour répondre sans répondre, tout en répondant aux gilets jaunes. Alors, Monsieur le ministre, j'imagine bien, plusieurs de mes collègues l'ont dit, que vous n'avez pas forcément d'éléments de ce que doit dire le président de la République. Et ayant connu ça, je ne vous en fais pas grief. Simplement, là, c'est le budget. Et c'est le Parlement qui vote l'impôt. C'est le Parlement qui vote les dépenses publiques. Et je trouve que, franchement, nous mettre dans cette situation de parler pendant des heures sur un amendement que je voterai, monsieur le rapporteur général, mais qui finalement, demain, sera peut-être déjà antique, ça donne un peu le sentiment que le respect du gouvernement pour le Parlement est assez faible, pour ne pas dire totalement délétère. Alors, monsieur le ministre, soit vous avez le sentiment que dans vos prises de position, que dans ce que vous laissez faire au Sénat, et c'est aussi la responsabilité du gouvernement, ce qui se passe dans l'ordre du jour du Sénat, soit vous avez le sentiment que ça a du sens et on poursuit, soit vous avez le sentiment que demain, tout ça sera remis en cause. Et franchement, comment voulez-vous, demain que nous poursuivions les débats, demain soir, mercredi, alors que si ça se trouve, sans avoir eu le temps de les analyser, nous aurons une série d'annonces fiscales, financières, demain après-midi. Franchement, il y a un moment où on ne peut pas traiter le Parlement comme ça, on ne peut pas traiter les institutions comme ça. Vous portez, pas vous personnellement, monsieur le ministre, mais le gouvernement porte une lourde responsabilité sur la déstabilisation des institutions. Merci. Je pense que nous avons épuisé les explications de vote. Je vais donc... Oui, monsieur le rapporteur général, vous avez demandé la parole. Je suis peu intervenu au regard du nombre d'amendements. Je regrette en effet ces longs tunnels de 27 amendements qui ne permettent pas de donner, j'en suis désolé, chers collègues, un avis détaillé. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. D'abord, pour remercier les collègues qui ont, malgré leurs regrets très légitimes, et que je comprends, qui ont accepté de se rallier à l'amendement de la Commission des finances. Je comprends qu'il y a beaucoup d'autres sujets, la fiscalité des carburants écologiques, qui mériteraient d'être traités. L'amendement de la Commission des finances a d'abord une clarté par rapport, et je retiens ce qu'a dit à l'instant Roger Carucci, dans un contexte un peu surréaliste où nous allons voter une disposition qui peut-être demain sera en contradiction avec d'autres annonces, mais elle mérite de la clarté, de la cohérence déjà avec la position que nous avons exprimée l'année dernière. La clarté de dire simplement nous ne pouvons pas, encore une fois, entériner une hausse de carburant, une hausse de la fiscalité sur les carburants, également sur le fioul domestique, sans avoir de visibilité. Et qu'est-ce qui est contestable finalement? Ce n'est pas la trajectoire carbone. Je crois que tous les uns et les autres l'ont tous dit, et nous l'avons tous voté. Nous avons tous accepté ce débat, et même le Sénat a été très en amont, sur le fait qu'il fallait changer de mode de comportement. Ce qui est inacceptable aujourd'hui, c'est la première chose, elle figure page 500 du rapport écrit. Vous avez un schéma qui est particulièrement éclairant. Où va le surcroît de fiscalité chaque année qui est prévu? Va-t-il à la transition énergétique? Non, il ne va pas à la transition énergétique. Nous avions 17 milliards nous avions 30,4 milliards de produits de la TICPE en 2017, 33,8 en 2019 et 33,8 en 2018 et 37,7 milliards d'euros en 2019, donc une augmentation forte. Et toute la part supplémentaire, toute la hausse va exclusivement au budget de l'État. Donc ça ne va évidemment pas au CAS transition énergétique qui est stable, ça va au budget de l'État. Alors le gouvernement nous dit peut-être, mais dans le budget de l'État, il en fait beaucoup de choses pour la transition énergétique. Et c'est vrai que l'analyse tout à fait honnête, je le reconnais volontiers, ce n'est pas uniquement le seul CAS transition énergétique qui participe à la transition énergétique. Mais quand on regarde les choses de près, quand on voit les autres postes de dépenses, la TVA au taux de 5,5, c'est à peu près 1,1 milliard d'euros par an. C'est stable.
Là, le crédit impôt transition énergétique. Le crédit impôt transition énergétique, il a été diminué quasiment par 2. Il a été diminué quasiment. On a sorti les fenêtres, vous le savez bien. On est passé de plus d'1,6 milliard d'euros, 1,7 milliard d'euros, à 879 millions d'euros. Donc le chèque énergie, 666 millions d'euros. L'ensemble des autodépenses ne sont non seulement pas en augmentation, mais sont en diminution. Donc premièrement, c'est ça qui choque, c'est que la fiscalité écologique est vue d'abord comme une fiscalité de rendement destinée à équilibrer les comptes de l'État. Deuxième élément, il n'y a évidemment pas d'accompagnement de nos concitoyens. On l'a dit les uns les autres, dans les zones rurales, bien sûr, dans les logements individuels, etc. Je pense que la bonne solution, c'est tout simplement, et on aurait aimé avoir ce débat, de regarder quels sont les moyens qu'on se donne pour accélérer, pour accompagner cette transition énergétique, et ensuite de pouvoir rendre ces taxes supportables. Mais en l'état actuel, on met un peu la charrue avant les bœufs. On augmente d'abord. Certes, le signal prix, il est violent, mais il est particulièrement violent pour ceux qui n'ont pas les moyens de changer leur mode de comportement. Et ensuite, on dit éventuellement, on va vous compenser, on va vous redonner un petit peu d'une autre main ce qu'on vous a pris de l'autre. Donc c'est évidemment ce qui est contestable et ce qui explique la situation aujourd'hui. Alors un mot, j'ai bien entendu la question de collègue Grémillet et de collègue Prima sur l'article suivant qui concerne le GNR. Alors c'est vrai, dans l'état actuel, si vous deviez adopter l'amendement de la Commission des finances, ça reviendrait à la position de l'année dernière, c'est-à-dire nous restons au tarif de TICPE de 2018. Nonobstant la question, évidemment, du gaz non routier qui n'était pas dans la loi de finances dernière. Parce que le gaz non routier fait l'objet d'un article 19 qui revient à tripler la fiscalité sur le gazole non routier. Alors il y avait un avantage, était-il justifié, était-il injustifié? En tout cas, ce qui n'est pas acceptable, c'est la brutalité, on en convient tous. On ne peut pas dire à des entreprises qui avaient un tarif très inférieur, du jour au lendemain, vous devez abandonner votre actopelle, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'alternative. Donc cette brutalité est inacceptable. Et sur l'article 19, la Commission des finances vous propose à la fois, d'ailleurs le gouvernement commence à ouvrir un peu la position sur ce point de vue, un amendement permettant de répercuter le coût de l'augmentation, c'est l'amendement pied de facture, c'est notamment le cas pour les grandes et les moyennes entreprises, et pour les PME qui ont des contrats qui ne le permettent pas, je pense aux entreprises du bâtiment, où c'est le devis qui est le contrat, eh bien, nous aurons un amendement qui, pour ces entreprises, diffère l'impact de l'augmentation du gazole non routier. Donc, voilà. Donc, nous en sommes très clairement à rester à la position que nous avions adoptée la dernière, c'est-à-dire le gel de la trajectoire, non pas pour refuser la transition énergétique, mais en se disant qu'il faut des mesures d'accompagnement, notamment. Donc, nous restons au tarif de TICPE de 2018. Quant au gazole non routier, ça fera l'objet de propositions de la Commission des finances dans l'article suivant, qui est l'article 19, un article qui manifestement gêne le gouvernement lui-même, puisqu'il est amené à nous proposer des amendements pour exonérer, retarder tel ou tel secteur, et on en a eu encore ce matin. Voilà la position. Je pense que par rapport à des annonces qui risquent d'être un peu dans la confusion demain, d'être très variables, je pense que la position de clarté du Sénat, c'est de dire restons à la position de l'année dernière, nous ne pourrons pas accepter cette hausse brutale sans accompagnement des Français. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 166 présenté par Monsieur de Montgolfier au nom de la Commission des finances avec un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. L'amendement 302 rectifié terre, 478 rectifié, 198 rectifié terre, 249 rectifié terre, 199 rectifié terre, 250 rectifié terre, 301 rectifié bis, 287 rectifié bis, 195 rectifié bis, 246 rectifié bis, 1024 rectifié, 252 rectifié bis, tombe. Je mets aux voix l'amendement 963 rectifié avec un avis défavorable de la Commission et un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Sur les amendements 554 et 613, la Commission a demandé l'avis du Gouvernement. Le Gouvernement a demandé le retrait. La Commission suit-elle cet avis, Monsieur le rapporteur général? On suit le gouvernement là-dessus. Même si le gouvernement reconnaît, encore une fois,
Je crois que par la voix du ministre, à l'instant, le gouvernement a reconnu que sur ces 3 amendements, il y avait un vrai sujet. Donc la question, c'est, il y a 2 solutions. Soit on laisse dans la navette et le gouvernement pourra le corriger à l'Assemblée nationale, ou j'aurais préféré une solution où on puisse le sous-amender, après tout, parce que évidemment, le supprimer purement et simplement en reconnaissant qu'il y a un problème, ce n'est pas évidemment le plus satisfaisant. Donc là-dessus, je m'en remets à la sagesse du Sénat. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Merci Madame la Présidente. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure aux auteurs des 3 amendements identiques, le sous-amendé, l'amendement en séance a un caractère technique que nous ne savons pas affronter à ce stade. Nous savons qu'il y a une vraie difficulté et que cette difficulté est soulignée par les 3 amendements qui ont été déposés. Aujourd'hui, les amendements déposés intègrent le méthane dans le champ des exonérations, ce qui ne nous paraît pas opportun. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons le retrait des amendements en prenant l'engagement, mais vous l'avez compris au travers de mes propos tout à l'heure, de travailler sur ce sujet pour aboutir notamment sur la question des biogaz. Merci. Monsieur le rapporteur général. Pour que le gouvernement y retravaille si on est incapable d'avoir un sous-amendement. Monsieur Capu. Monsieur Capu, vous avez la parole. Oui, étant l'auteur de l'amendement, je voudrais m'exprimer effectivement. Moi, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que, sauf erreur de ma part, je l'avais déjà déposé l'année dernière, et que, sauf erreur de ma part, la réponse avait été identique. De telle sorte que j'adhère assez à l'avis du rapporteur général qui fasse quelque chose pour accélérer un petit peu les choses, et l'idée de le sous-amender ou de le laisser dans la navette me paraît être assez opportun, parce que sinon je crains de devoir le redéposer l'année prochaine et sans que ça ait vraiment évolué. Donc après, j'attends. L'autre est identique, donc il faut mettre aux voix. L'autre, le deuxième amendement 613 rectifié terre est identique. Donc je mets aux voix ces 2 amendements avec un avis de sagesse favorable. Monsieur Grimier, pardon, vous avez la parole. Oui. Allez-y. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général. Effectivement, je remercie notre rapporteur général de son propos. Moi, je vais soutenir ces amendements. Ils étaient à l'intérieur de celui que j'avais proposé. Il y a un véritable problème sur ce sujet et je soutiens vraiment cet amendement. Et comme l'a dit notre rapporteur général, ça fera partie des discussions que nous aurons. Mais il est absolument nécessaire de le résoudre, une fois pour toutes. Très bien. Il n'y a plus de demande de parole ? Non ? Bien. Alors, je mets aux voix ces 2 amendements avec un avis favorable de la commission, monsieur le rapporteur général. Nous avons bien compris. Demande de retrait du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ces amendements sont adoptés. L'amendement 604 rectifié avec un avis défavorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. 4 amendements identiques. Alors, on va demander... Alors, l'amendement 255 rectifié terre, 290 rectifié terre, 406 rectifié, 436 rectifié terre. Alors, ces amendements ont reçu un avis défavorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements ne sont pas adoptés. Amendement numéro 120. Avis défavorable de la commission, avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 703 rectifié bis, qui a reçu un avis défavorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté. Après l'article 18 duodéciès, je suis saisie de l'amendement 407 rectifié. Monsieur Courteau, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Face à l'envol probable du prix du carburant et de l'énergie de chauffage,
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme permettant de préserver le pouvoir d'achat des ménages par le moyen d'une TICPE flottante. La hausse des prix du pétrole ne doit pas permettre à l'État d'encaisser mécaniquement des recettes supplémentaires de TVA au détriment du pouvoir d'achat des consommateurs, ménages et entreprises. Il convient par ailleurs de préciser qu'une forte proportion de l'augmentation des prix des carburants et du fioul domestique récemment provenait de la matière première et pour une part également, bien sûr, de la fiscalité écologique. Donc, par rapport à la hausse du prix du baril de pétrole, le mécanisme proposé par cet amendement vise à rendre aux consommateurs les surplus des recettes de TVA engrangées par l'État du fait de cette hausse des cours. En effet, si la TICPE est une taxe exprimée en euros, quel que soit le prix du pétrole, par contre, la TVA est un impôt proportionnel. Et 20% du prix d'un baril à $40, ce n'est pas la même chose que 20% d'un baril qui varie entre 70 et $80, comme ce fut le cas il y a quelques semaines, et qui vraisemblablement remontera prochainement dans les mois à venir, voire dans les jours à venir. C'est comme si c'était écrit. D'où la proposition d'un mécanisme de TICPE flottante qui permet de, je le redis, de rendre aux consommateurs, sous forme d'une baisse de cette TICPE, le surplus de TVA perçu. Un tel mécanisme avait d'ailleurs été mis en place en 2001, d'où notre amendement. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général? D'abord, c'est un avis qui est assez réservé, bon, pour deux raisons. La première, c'est que je préfère la clarté, c'est-à-dire dire nous préférons la stabilité de la TICPE plutôt que de réinventer un mécanisme un peu complexe de TICPE flottante qui n'est pas forcément très bien compris nos concitoyens. Et puis il y a un deuxième mécanisme, une deuxième raison qui d'ailleurs explique en grande partie, en dehors des problèmes de coût pour le budget de l'État, mais qui explique en grande partie pourquoi la TIPP flottante avait été finalement supprimée. C'est que ça peut être totalement contre-cyclique. Je vais prendre un exemple très simple, puisque vous avez par définition un décalage entre les cours du pétrole et le montant où cette surplus de TVA était restitué à travers la TICPE. Donc, en effet, on ne peut pas, par définition, avoir une TICPE flottante en temps réel, alors que le cours du baril, il varie tous les jours, il varie toutes les heures, il varie toutes les minutes. Et donc, ça peut être même totalement catastrophique. Je prends un exemple. Vous auriez simplement une baisse des cours du pétrole, 2-3 mois avant. Cette baisse des cours entrerait mécaniquement une hausse de la TICPE, puisque, évidemment, c'est un mécanisme où la TICPE augmente quand les cours du pétrole baissent, et inverse, quand le cours du pétrole augmente, la TICPE baisserait. Si vous aviez ce mécanisme, c'est-à-dire une baisse des cours du pétrole, qui engendrerait mécaniquement donc une hausse de la TICPE, et si, comme ça se fonde sur un historique de 2-3 mois auparavant, et si cette hausse intervenait au moment où le cours effectivement remonte, eh bien ça veut dire que le consommateur serait doublement pénalisé, c'est-à-dire qu'il aurait non seulement la hausse du cours du pétrole, mais également l'effet mécanique de la hausse de la TICPE en réaction à la baisse antérieure. Donc évidemment, comme on se fonde sur des niveaux d'un historique 2, 3, 4 mois avant, par définition, c'est un mécanisme complexe qui produit des effets contre-cycliques. Donc je pense que le consommateur ne s'y retrouve pas. Il entendrait à la radio, à la télévision, que les cours du baril baissent et il verrait sa facture à la pompe augmenter. C'est assez difficile à expliquer à nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, par le passé, la TIPP flottante n'a pas perduré très longtemps. Nous préférons la clarté. La clarté, c'est de dire stop à la hausse de TICPE. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Merci Madame la Présidente. Sur cet amendement, comme sur les amendements qui visent à moduler le taux de la TICPE en fonction des territoires, de leur densité, de leur éloignement de telle ou telle métropole ou autre site géographique, le gouvernement considère que ce sont avant tout, en tout cas intellectuellement, dans l'esprit, des amendements de retrait, ou en tout cas des amendements qui auraient permis
de compenser, si l'on veut dire, la non-adoption de l'amendement de la commission. Et donc, dans la mesure où nous étions défavorables à l'amendement numéro 166 de la commission, l'ensemble de ces amendements qui visent à apporter des modulations supplémentaires ne peuvent avoir qu'un avis défavorable du gouvernement. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Courteau. Je voudrais quand même rappeler que l'essentiel de la hausse, de l'augmentation des prix à la pompe était dû, je dis l'essentiel, à la hausse du prix du baril de pétrole. Alors je veux bien admettre qu'avec un prix du baril se situant autour aujourd'hui de 50-55 $, le mécanisme que nous proposons entraînera moins de recettes de TVA qu'avec un baril autour de 75 ou 80 $. Donc une baisse de la TICPE plus modérée, donc une baisse tout aussi modérée des prix à la pompe. C'est vrai pour aujourd'hui. Mais je rappelle qu'il y a un mois environ, le prix du baril était supérieur à 75 $. Qu'en sera-t-il dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Qui peut nous assurer ici que le baril ne va pas repartir à la hausse? Faut-il ne rien faire, se contenter de dire ouais, TICPE, TICPE? Dois-je rappeler la situation internationale? Les problèmes du côté de l'Iran? Ou le fait que les USA misent sur une hausse du baril qui rendrait plus attractif, plus compétitif leurs huiles de gaz et d'huile de schiste? Ce que nous proposons avec cet amendement, c'est anticiper une nouvelle flambée des prix du pétrole dans les semaines à venir. Ce que le gouvernement n'a pas su faire récemment, c'est-à-dire anticiper cette hausse, donc en ne rehaussant pas la trajectoire carbone. Et s'il est vrai que l'incidence ne pourrait être que de quelques centimes, au final, pour les ménages modestes, croyez-moi, ce ne serait pas dérisoire. Il faut, je le répète, anticiper toute hausse du prix du pétrole, car ajouter à la hausse de la fiscalité écologique, cela peut être le coup de massue pour les consommateurs. Quant au coût pour l'État, parce que j'entends dire aussi que cela coûte cher à l'administration de mettre en œuvre ce mécanisme, croyez-moi, quand on est capable d'alléger pour le compte de l'État 5 milliards de l'impôt sur les grandes fortunes, on peut peut-être aussi faire un petit effort pour mettre en œuvre un mécanisme qui aidera les gens de conditions modestes lorsque flambera à nouveau le prix du baril. Merci. Monsieur Jacques, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. C'est vrai que dans tout ce dossier, on parle beaucoup d'augmentation de taxes. On oublie souvent le fait qu'une bonne partie de la valeur ajoutée de nos pays part dans les pays producteurs, constituant une rente pétrolière absolument conséquente. D'où la nécessité pour nous d'être de plus en plus indépendants et de poursuivre ce mouvement. J'interviens parce que, monsieur le rapporteur, vous avez dit que l'efficacité de la TICPE flottante est relative. On n'a jamais dit que c'était un miracle et une solution absolue. Elle n'est pas là pour supprimer les hausses, mais pour les lisser. Et je crois qu'en son temps, elle a pu démontrer qu'elle permettait plus de souplesse et d'adoucir la situation. Mais j'interviens aussi parce que, monsieur le ministre, lorsque vous dites que dans la mesure où l'amendement du rapporteur n'aurait pas été adopté, qui crée un moratoire pour plusieurs années, vous auriez pu avoir un peu de tempérance. On ne vous parle pas de ça, monsieur le ministre. On vous parle d'un dispositif qui pourrait être permanent, d'un outil de gestion des cours qui permettrait d'avoir plus de souplesse et de pragmatisme. Il faut le voir de cette manière-là et pas comme une compensation d'un autre amendement. Nous proposons une solution qui peut accompagner l'évolution des cours du pétrole et adoucir un tant soit peu, dans certaines situations, les variations brutales des cours. Merci. Merci. Madame Lienemann, vous avez la parole. Moi, je suis favorable à cet amendement et je pense qu'au-delà des arguments qui ont été donnés par mes collègues, quand elle a été mise en œuvre, elle a permis d'éviter les dérapages de cours qui auraient eu un impact considérable sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc c'est un outil de régulation et qui doit être utilisé quand il y a manifestement des abus du marché qui fait des yo-yo extrêmement importants. Je rappelle aussi que quand on veut investir dans les économies d'énergie,
Mieux vaut avoir des prix d'énergie relativement régulés plutôt que d'avoir des hauts et des bas, parce qu'on sait qu'il y a du stop and go dans les efforts que les uns ou les autres pourraient faire pour économiser cette énergie. Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement 407 rectifié avec un avis défavorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Amendement 849 rectifié, monsieur Joël Bigot. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement invite le gouvernement à prendre des mesures correctives pour accompagner les ménages modestes dans la transition énergétique en leur permettant d'obtenir des transferts fiscaux pour atténuer la perte du pouvoir d'achat provoquée par l'augmentation du coût du pétrole. Les mesures annoncées la semaine dernière par le Premier ministre ne sont pas de nature à convaincre nos concitoyens. Certains députés, jusque dans les rangs de la majorité d'ailleurs, avaient anticipé la colère des Français et demandé à juste titre de réelles mesures d'accompagnement de la population, au risque de voir compromis l'acceptation sociale de la fiscalité écologique. Cet amendement propose donc que des mesures supplémentaires soient mises en place pour venir en aide aux citoyens captifs de l'utilisation de leur voiture, pour bénéficier des aides à l'achat de voitures peu polluantes, lutter contre les passoires énergétiques et notamment la rénovation des logements. La colère des Français qui s'exprime au cœur du pays en ce moment le vaut bien. Peu à peu, les raisons profondes de la démission de l'ancien ministre de la Transition écologique se dévoilent. Le gouvernement doit cesser de se réfugier dans une posture arrogante à l'égard de nos concitoyens et nous enferrer dans une écologie punitive qui met en danger la nécessité d'un consensus social le plus large possible. Lors d'une réunion du Comité pour l'économie verte en février dernier, Nicolas Hulot rappelait l'importance de la progressivité des mesures afin, je cite, « d'éviter la brutalité pour laisser aux citoyens le temps de s'adapter ». Ce temps paraît loin. Aussi, cet amendement vous présente des pistes à saisir et pour renouer avec une transition écologique respectueuse du quotidien de nos concitoyens les plus fragiles qui n'ont pas le choix. Entendez nos campagnes, monsieur le ministre. Merci. Quel est l'avis de la commission ? Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, sur le fond, je crois qu'on peut partager un certain nombre d'analyses à l'instant de l'auteur de l'amendement qui l'indique à l'instant, il trace des pistes. Bon. Cependant, cet amendement, il me semble relever plus du vœu, voilà, ou du souhait, ou de l'invitation au gouvernement à agir concrètement que de quelque chose qui est directement normatif. Nous sommes en loi de finances, je crois que ce n'est pas forcément le lieu d'avoir des vœux, des pistes. Nous sommes là pour faire dans le domaine normatif, et donc je vois un amendement qui n'est pas très opérant. Encore une fois, même si sur le fond ça n'enlève rien, c'est plutôt au gouvernement d'apporter la réponse politique qu'il souhaite à la vraie question que posent les Français. En tous les cas, c'est un avis défavorable, non pas, encore une fois, sur les raisons de fond, mais sur la forme, c'est bien un amendement qui n'apporte pas de réponse très concrète et qui relève plus du vœu que de l'article normatif. Donc avis malheureusement défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. L'avis est défavorable pour les mêmes raisons que celles évoquées par le rapporteur. J'ajoute deux choses. La première, pour dire que d'ores et déjà le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Je pense notamment à l'augmentation et la généralisation du chèque énergie ou encore au renforcement de la prime de conversion, sachant que personne n'imagine que la prime de conversion permettra à tous les ménages français, et notamment celles et ceux qui sont les moins favorisés, de changer de véhicule, même si nous avons ouvert ce bénéfice aux occasions récentes. Par ailleurs, le gouvernement proposera, à l'article 6 sexies, lorsqu'il viendra devant votre Assemblée, de majorer le montant admis en déduction en application du barème forfaitaire de 10% pour les véhicules d'une puissance administrative égale à 3 chevaux ou moins et de 5% pour ceux d'une puissance administrative de 4 chevaux. Nous aurons aussi l'occasion de préciser comment nous maintenons les financements de l'Agence nationale de l'habitat afin de poursuivre l'objectif de 75 000 rénovations thermiques et comment aussi nous prorogeons le crédit d'impôt pour la transition énergétique. J'ajoute enfin, cela a été évoqué et c'est le deuxième point que je voulais souligner, ça a été évoqué par de nombreux sénateurs il y a un instant, que les uns et les autres savaient que demain, un certain nombre d'annonces peuvent être faites et que, je ne voulais pas relancer le débat, Monsieur le Président Dallier, mais que ces annonces viseront bien évidemment à mieux accompagner les Français. Merci, Monsieur le Ministre. Y a-t-il des explications de vote, Madame Lienemann? Oui. Je crois que là, on est au cœur de la crise qu'on connaît aujourd'hui. On fait une imposition injuste, et puis après, pour essayer de la rendre plus juste, on va donner des aides aux plus démunis.
soi-disant les plus démunis, parce qu'évidemment, on va se rendre compte qu'il n'y a pas que des très démunis qui habitent dans les villages, etc. On arrive à un système complètement de bricolage et de bidouillage qui ne fait qu'entretenir l'idée de l'injustice globale. Alors je comprends, nos collègues socialistes ont raison d'essayer de se dire qu'il faut limiter la casse, mais c'est quand même fondamentalement le principe de cette imposition qui est injuste. Et puis, on connaît bien ce genre de choses. J'ai mon collègue Dallier devant nous. On ne régule pas les prix de logement, on ne fait pas que les logements soient moins chers. Pour aider, on a dit à un moment, ben, c'est pas grave, on va faire l'aide à la personne. Puis après, ça coûte de plus en plus cher, on réduit l'aide à la personne et on n'a toujours pas régulé les prix et trouvé une fiscalité juste. Et donc, je vois bien le président nous annoncer demain généreusement des efforts pour ceux qui souffrent, etc. Sauf que la réalité, c'est qu'il a créé un système totalement injuste, inopérant, et que tous les bidouillages ne rattraperont pas ces injustices. Merci, Monsieur Grémier. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues. Je n'ai pas pris la parole tout à l'heure sur l'amendement de notre collègue Courteau. Je le prends à cet instant, mais les deux posent effectivement une vraie question. On le sait aujourd'hui, dans ce budget 2019, comme celui de 2018 d'ailleurs, cette part de recettes de l'État ne va pas pour l'objet qui est initialement dit. Et effectivement, on n'est pas à l'abri, et dans mes auditions en tant que rapporteur pour avis, j'ai pu constater que le risque d'avoir le prix du carburant, si on avait gardé notre trajectoire à 2 € en 2019, n'était pas exclu. À 2 €. Où est-elle supportable pour les familles et où est-elle supportable pour celles et ceux qui ont besoin du véhicule pour se déplacer? Et effectivement, cet amendement à cet instant propose d'aider celles et ceux qui sont fragiles par rapport à de telles situations. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on met en place effectivement des charges de fonctionnement, alors qu'on sait déjà aujourd'hui que notre pays croule sur ces charges de fonctionnement. Alors qu'on ne s'attaque pas au vrai sujet. Et peut-être effectivement, j'ai suivi notre rapporteur général sur l'amendement de M. Courteau, mais le sujet, la réflexion pour le futur, elle doit être clairement posée. On est en train de l'évacuer rapidement, mais encore une fois, celles et ceux qui sont avec des niveaux de salaire très faibles dans nos territoires, qui ont besoin effectivement du véhicule, qui ont une charge qui pour certains pourrait s'apparenter à presque un demi, voire un SMIC de charges supplémentaires à travers ces taxations, il ne s'agit pas de décourager le travail. Il ne s'agit pas de pénaliser notre économie. Et je crois qu'aujourd'hui, on se rend bien compte des limites. Et je crains terriblement les annonces du président de la République de demain. Le coût que vont générer, non pas pour les bénéficiaires, mais tout le système qu'on va mettre en place pour gérer ce qu'on devrait apporter pour celles et ceux qui souffrent dans ces conditions. Donc ce sont deux amendements. Je vais rester bien sûr fidèle à notre rapporteur général, mais je crois que ce sont deux amendements qui posent vraiment des questions de société et qu'il faudra, à un moment donné, avoir le courage de les aborder par rapport aux questions de fond. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 849 rectifié avec un avis défavorable de la Commission, un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Voilà pour ces débats qui se sont déroulés début décembre au Sénat et qui étaient consacrés aux questions de fiscalité écologique autour de la transition écologique et du pouvoir d'achat. Vous l'avez vu à l'époque, eh bien, les sénateurs étaient les premiers à avoir supprimé la hausse de la taxe sur les carburants qui était alors prévue pour janvier 2019. Depuis, avec la contestation des Gilets jaunes, la force de cette mobilisation, eh bien, le gouvernement a finalement décidé lui aussi de supprimer cette hausse des taxes pour 2019. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.